Salut les extraterriens et bienvenue dans ce nouvel épisode qui m'a coupé le souffle autant qu'il m'a fait froid dans le dos. Je suis allé à la rencontre de Sarah Danint qui est escrimeuse. Elle a été notamment médaillée de bronze au JO en 2004 avec Laura Flessel. Et cette équipe a eu beaucoup de succès puisqu'ensuite elles ont été 2 fois championnes du monde par équipe. Pourtant, Sarah partait de rien. Elle vivait en Guadeloupe, d'une famille modeste, et sa mère ne voulait pas qu'elle fasse de l'escrime. Elle a dû pratiquer pendant 1 an en cachette, alors qu'elle était enfant. Pour pouvoir venir en métropole et financer sa carrière de haut niveau, elle a dû travailler en tant que vendeuse et faire des emprunts bancaires conséquents pour pouvoir subvenir à ses besoins. Comme si ça ne suffisait pas, Sarah a aussi vécu des anecdotes tragiques de racisme et aussi d'homophobie, dont elle va nous parler et nous raconter dans cet épisode de podcast. Sarah m'a dit les choses sincèrement et sans détour, et croyez-moi, par moment, ça peut faire vraiment froid dans le dos. J'ai vraiment été scotché par les récits de Sarah et j'ai passé un excellent moment pour cet épisode. J'espère qu'il vous plaira aussi, tant il est aussi quand même rempli d'espoir, de fierté, de bonheur et de résilience. Vous allez voir à quel point Sarah s'est battue pour tout ce qu'elle a obtenu dans sa vie. Vous l'avez sûrement vu, je ne suis pas dans mon studio habituel. Je tiens à remercier Club Med qui a mis à disposition cette suite exceptionnelle pour nous permettre d'enregistrer ce podcast dans un climat hyper intime et de pouvoir avoir une top qualité vidéo fournie par le studio Orso Média. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver en audio sur toutes les applications de podcast comme Apple Podcast ou Spotify. Et enfin, pour découvrir les backstage du média, rendez-vous sur Instagram. Je vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour, Sarah Danint. Bon épisode. Salut Sarah. Salut Bart. Ça fait bizarre de se dire salut. Ouais, c'est vrai. Tu pourrais décrire un peu le contexte pour les auditeurs parce qu'on fait cette interview dans un contexte un peu particulier, je crois. Ouais, on est au Club Med La Rosière, en fait. On a été invité par le Club Med, en l'occurrence, pour faire un podcast club avec d'autres podcasteurs. Et c'est hyper canon. Le Club Med est magnifique. On a une vue sur la montagne qui est royale. Et en fait, tous les jours, il y a des enregistrements de podcasts qui ont lieu. Et j'ai la chance d'être présente et d'être ton invité pour Extraterrien. Eh bien, écoute, c'est une chance partagée déjà, beaucoup de gratitude. Et puis aussi, du coup, on se connaît depuis 3 jours. Exactement. On apprend à se connaître là. Exactement. Et je te disais, juste avant, que c'était pas naturel pour moi de faire des interviews en passant du temps avant avec les invités. Et généralement, tu vois, on arrive, on prend 20 minutes, 30 minutes pour se rencontrer. Et puis, on va assez vite dans le vif du sujet. Et là, on a déjà eu, en 3 jours, on a déjà eu plein de conversations profondes, très personnel aussi. Puis on s'est fait une bonne grosse séance de sport aussi hier. Exactement. Plutôt sympa. On s'est vu dans le dur, exactement. Et donc ça me fait hyper plaisir d'être là parce que on a trop connecté en fait. Ouais. Et puis ça change un peu l'approche aussi du podcast lui-même. Alors je sais pas, tu vas à quelle sauce je vais être mangé là ce matin, mais je suis aussi hyper contente d'être là, quoi. Vraiment. Mais ça, je suis hyper transparent et puis après on va commencer pour les auditeurs, mais je préviens aussi les auditeurs, c'est que normalement j'ai une trame et j'ai une architecture de podcast qui se retrouve d'épisode en épisode. Et là, le fait que je prépare avant, qu'on se rencontre, qu'on ait des conversations profondes, tu vois, ça déconstruit complètement le plan que j'avais fait. Et forcément, j'ai envie d'avoir plus une discussion. Que de faire le format que je fais un peu d'habitude, mais donc voilà, ça va être cool. Cool. On est parti. Ouais, carrément. Bon, je t'ai prévenu. En plus, tu as écouté quelques-uns de nos épisodes. Moi, j'aime bien commencer par l'enfance. Je pense que c'est un moment qui m'a beaucoup construit, et je pense que c'est un moment clé, notamment dans le sport. Ouais, totalement. À la fois au niveau de l'anatomie, de la génétique qui se développe, qui s'exprime ou pas, et puis aussi dans le mental, dans les croyances qu'on construit. Et la première question que je pose, c'est quel est ton premier souvenir de sport ? Mon premier souvenir de sport, je pense que... Alors déjà, mon enfance, je l'ai passée en Guadeloupe. Au soleil, avec de belles couleurs. Et je dirais que c'était
Moi, j'ai toujours adoré le sport. J'ai toujours regardé les JO quand j'étais gamine, les JO d'été, en l'occurrence. Et puis, on avait cette tendance avec nos potes de regarder et puis de refaire les coups qu'on avait vus, soit les tennisman, soit les basketteurs faire. Même parfois, essayer d'imiter leur mauvaise foi, honnêtement. Donc, je pense que mon premier souvenir est à ce moment-là, justement, avec les potos en train de jouer au foot dans la rue, entre quelques passages de voiture, ou au BMX en train de faire une roue arrière, parce que j'avais un BMX et je kiffais ça. Et je pense que c'est ça, ouais, foot, BMX, basket, avec les voisins, en fait, autour de la maison, quoi. On était souvent ensemble, justement, à faire du sport quasi tout le temps, quoi, en fait. Ça, c'était cool. Ok. Ouais, donc t'as touché à tout très jeune, très tôt. Ouais, vraiment, j'adorais le sport. J'ai fait de la lutte, j'ai fait du basket, du hand, un peu de volley, enfin, vraiment, beaucoup de sport de ballon. Et j'aimais bien aussi la lutte, justement, le sport, un peu d'opposition, justement. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai bifurqué vers l'escrime un peu plus tard, mais bon, enfin, assez tôt, on verra. Il y a une grosse culture du sport en Guadeloupe? Ouais, beaucoup. Moi, j'ai toujours vu des grands-parents, peut-être parfois 3-4 générations, le week-end en train de marcher, parfois au bord de la mer, ou faire un peu de fitness un peu sur pas très loin de la route ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui se perd un peu avec les années. On commence à avoir des obèses aussi. On est pas très loin des États-Unis. Il y a aussi cette influence un peu de la malbouffe qui reste aussi bien, qui s'ancre quand même chez nous. Et du coup, ça veut aussi dire moins de sport aussi, parce que c'est quand même un peu lié. Mais ouais, aux Antilles, il y avait beaucoup ce partage même entre générations, où tu vois effectivement ta grand-mère, ta mère, ton père, tes frères et sœurs qui font du sport ensemble. Et ça, c'est vraiment très jeune. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé voir et apprécié voir, en fait. Et est-ce que j'avais posé la question à Enzo Lefort, tu vois, et il m'avait dit t'as l'impression de voir peut-être les amis d'enfance ou les grands frères, tu vois, ou tes voisins qui sont à la télé justement au jeu, parce que lui il me disait tu connais forcément quelqu'un dans ton entourage qui fait les jeux ou qui a failli les faire, en fait, parce qu'il y a une telle densité de champions, de championnes, que le moment des Jeux Olympiques, il y a presque ta famille à la télé, quoi. Totalement. T'as eu ce même sentiment-là? Ouais, je l'ai déjà eu. Et en plus, il y a une espèce de proximité naturelle, en fait. Je prends l'exemple de Laura Flessel. Alors, c'est particulier parce que Laura Flessel, je l'ai connue très jeune et qu'en plus, c'est de l'escrime. Mais dans d'autres sports, au basket, au hand, il y a une proximité déjà parce que l'île est petite, faut dire ce qui est. Et puis on a vraiment cette fierté aussi de voir des petits jeunes qui parfois ont galéré pour pouvoir faire leur sport, être en équipe de France et revenir soit médaillé mondial ou des Jeux. Et en fait, c'est comme si toute la Guadeloupe les portait et supportait. Et c'est vrai que quand tu rentres, t'as l'impression d'avoir toute l'île à l'aéroport qui t'accueille, quoi. Il y a vraiment cette notion de proximité. Et il y en a, moi j'ai eu l'impression à plusieurs reprises de voir mes grands frères et grandes sœurs, comme disait Enzo. Je confirme. Ok. Ça, c'est beau, ça, tu vois. Je trouve non, mais il y a un côté très romantique, tu vois, où moi, ayant grandi en région parisienne, il y a eu plein de champions. J'ai pas ça. Et tu vois, je suis né, j'ai grandi à 500 mètres de là où a grandi Blaise Matuidi, tu vois, jusqu'à ses 15 ans, à Fontenay-sous-Bois. Et tu vois, nous, au collège, au lycée, tout le monde connaît Blaise. Tout le monde connaît soit son cousin, son frère et tout. Mais il n'y a pas ce truc où tu as pu toujours le rencontrer, cette proximité un peu et ce partage commun. Ce qui amène derrière, en fait, c'est une espèce de... En fait, on s'identifie presque à cet athlète-là. Et moi, pour l'avoir vécu quand j'étais plus jeune, justement, ça m'a aussi donné envie de... Parce que ça a cet impact-là aussi, en fait. Comme il y a cette proximité et qu'on se sent proche de lui ou d'elle, d'ailleurs, et qu'on apprend à le ou la connaître, en fait, on se dit, je suis à 8000 km de Paris, mais ouais, je peux le faire, quoi. Canon. Et du coup, ça t'impulse, en fait, vers, justement, toi...
moi, ça m'a amené ce rêve-là, en tout cas ce rêve de médaille olympique, on en parlera tout à l'heure. Et ça impulse vraiment ce truc-là, quoi. Je veux tendre vers ça, parce que justement, je m'identifie à ceux ou cette championne, quoi. Ok. Mais du coup, tu parles de rêve olympique, mais il vient tôt, du coup, ce rêve? Chez moi, très très tôt. Il vient à l'âge de 16 ans. Wow, okay. Alors, je vais quand même commencer par comment j'ai commencé l'escrime, si ça te va. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, moi, j'ai 3 grands frères, plus 9 et plus 8 et plus 7 ans plus âgés que moi. Et ma mère, en fait, avant eux, en tout cas, a toujours voulu avoir une fille, mais une fille avec tous les clichés, qui porte des robes, qui fasse de la danse. Avec toi. Ouais. Ceci ne me concerne pas du tout. Mais bon, voilà, jusqu'à aujourd'hui, je rentre pas dans ces clichés-là, en tout cas. Et elle a fini enfin par m'avoir, quand même, un peu plus tard. Et effectivement, je portais des jupes, des couettes, et elle m'a mise à la danse très tôt, vers 4 ans, 5 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Et tous les mercredis, mon frère m'amenait à la danse, et lui allait donner des cours d'escrime à des petits jeunes de 6, 7, 8 ans, quelque chose comme ça. Et un jour, ma prof de danse est tombée malade. Et ce mercredi-là, mon frère m'a amené à son cours d'escrime. Donc, je me suis mise dans un coin et tout. Et en fait, il a vu que j'étais... Je trouvais ça dingue de voir tous ces petits avec leurs épées, leurs armes. Et je pense qu'il l'a senti et il m'a laissé essayer. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé l'escrime. Et en fait, tous les mercredis, on a prétendu aller à la danse, et sans que ma mère le sache, bien sûr. La Guadeloupe, c'est petit. Donc, un jour, ma mère a croisé ma prof de danse qui a pris de mes nouvelles. Ça s'est assez mal passé avec ma mère, on va pas se mentir. Bref, donc elle m'a interdit l'escrime pendant un moment, et puis j'ai pu reprendre, etc. Et en fait, à 16 ans, donc la Guadeloupe, c'est quand même à 8000 km de Paris. L'escrime, c'est encore un sport, c'est un sport quand même bourgeois, même si là, il est moins bourgeois, il est plutôt élitiste, on va dire. Ouais, je voulais te demander ça, ouais, effectivement. On entend beaucoup plus souvent parler de la Guadeloupe à la télé ou dans les infos pour les complications économiques, tu vois. Ou le tourisme, tu vois, que pour autre chose. Donc, moi, je viens de milieu modeste, et effectivement, comparé à ce sport-là, c'était pas... je rentrais pas vraiment dans la case milieu social qui correspond à ce sport-là, quoi. Et d'ailleurs, je l'ai ressenti. Ouais. Et je l'ai ressenti d'ailleurs à plusieurs reprises à certains moments. Et en fait, à 16 ans, pour les Jeux d'Atlanta, en 96, je vois Laura Flessel, qui devient la première championne olympique à l'épée. Et moi, je me dis, waouh, franchement, c'est canon, parce que elle aussi vient d'un milieu modeste, toujours dans ce même sport. Et tu te dis, en fait, c'est possible, quoi. Même si tu as 8000 km, même si tu n'as pas un rond, et que parfois, tu n'auras pas forcément les moyens de payer le matos ou ce qu'il faut pour partir en compète, elle l'a fait. Et moi, ce jour-là, je me suis dit, je serai médaillé olympique. Après, ce qui a été compliqué, c'est d'en parler à des personnes en qui j'avais confiance, et qui, en fait, m'ont projeté plus leur peur, quoi, en me disant, tu vas jamais y arriver. Enfin, les gens me prenaient pas au sérieux. Déjà parce que j'avais 16 ans, et que je pense qu'on se dit, à 16 ans, quand elle dit, elle va être médaille olympique, déjà, elle n'y croit pas vraiment. C'est parce qu'elle vient de voir les Jeux, ou elle va pas aller au bout de son truc. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de mal à un moment donné, parce qu'encore une fois, c'est des personnes en qui j'avais confiance. Et puis finalement, j'ai fait mon truc. J'ai mis ces propos de côté, et puis ces projections, vraiment aussi. Et puis ouais, c'est vraiment à 16 ans, j'ai commencé à faire mon chemin, et c'est à 16 ans que j'ai décidé d'être médaillé olympique, quoi. Wow. J'ai décidé. Pour moi, c'était... je peux pas l'expliquer, mais c'est pas que je voulais. Moi, je me suis vraiment dit, je vais être médaillé olympique. Comment est-ce que ça se traduit ? Est-ce que tu l'écris dans un carnet ? Est-ce que tu le placardes quelque part ? Est-ce que tu mets des photos de Laura Flessel chez toi, tu vois ? Comment ça se matérialise ? Je te dis ça parce que j'ai fait une interview récemment avec Sarah Ouramoun qui m'a beaucoup marqué. C'est que elle s'est fixé le rêve d'aller à Rio. Donc le premier rêve pour elle, c'était déjà d'y participer avant même d'avoir une fabuleuse médaille d'argent. Surtout qu'elle n'était pas hyper soutenue, je crois, par sa fédération à ce moment-là, en tout cas. Ouais, ça a été très compliqué. Elle le raconte dans le podcast, et j'ai trouvé ça beau. Et en fait, elle me dit, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai affiché partout chez moi. Et par conséquent, en fait, le rêve, il était omniprésent, tu vois. Et je l'oubliais jamais. Et c'est vrai que quand je regarde des copains, les gens autour de moi, tu vois, on a tous des rêves. Mais je trouve que ce qui fait la différence, c'est comment est-ce qu'on le matérialise un petit peu, tu vois, avec des petites choses comme l'écrire et tout.
Toi, comment ça s'est matérialisé? Aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais. Effectivement, quand j'ai un rêve, un projet, quelque chose que je veux atteindre, je l'écris. Parce que en fait, je trouve que ça lui donne beaucoup plus de puissance et ça le rend plus concret et réel, tu vois. Mais là, à l'époque, à 16 ans, je savais pas que ça pouvait se faire et puis même l'influence que ça pouvait avoir sur mon cerveau. À cette période-là, à 16 ans, moi, j'y pensais tous les jours. Déjà, quand je voyais des athlètes, je leur posais des questions. Comment t'as fait? Que ça soit Laura ou Richardson, que j'ai rencontré très jeune. Enfin, pour moi, ce sont des personnes qui, en tout cas, à ce moment-là, avaient vraiment un impact sur moi, gamine. Et je leur posais plein de questions. Comment t'as fait? Et ça, comment tu t'entraînais? Et puis, moi, j'étais et je le suis encore, une grande fan de NBA. Je suis de la génération Scottie Pippen, Jordan, Kobe Bryant, Iverson. Moi, c'était mon surnom en Guadeloupe, Mini Iverson, pour les dribbles. Et ces personnes m'inspiraient parce que j'avais toujours l'impression qu'elles travaillaient plus, en fait, plus que les autres. Elles faisaient toujours un peu plus. Donc, moi, mon truc, c'était justement aller voir les champions et échanger avec eux. C'était aussi de prendre ce que je voyais de la NBA, enfin de ceux qui pour moi avaient, c'était des rôle modèles quoi, vraiment. Ouais. Et puis c'était tous les matins penser à cet objectif-là. Encore une fois, je l'écrivais pas à cette période-là parce que je savais pas ce que ça représentait. Mais à 16 ans, ouais, tous les matins, je repensais à cet objectif-là et que quand je m'entraînais, je me disais, tu sais pourquoi tu es là et tu sais ce que tu veux faire plus tard, quoi. Tu veux avoir cette médaille. Et quand tu te dis ça en début d'entraînement, je trouve que l'intention est totalement différente. Donc, même si tu as 16 ans, 18 ans, 19 ans, finalement, au quotidien, tu t'attaches à ce truc-là, quoi. Tu commences ton entraînement en te disant, voilà, dans 4 ans, peut-être dans 8 ans, je vais être médaille olympique. Et en fait, ça te met dans un mindset pour le début de l'entraînement. T'es canon, en fait. T'es dans ton truc, quoi. Là, tu sais pourquoi tu le fais. Ouais, totalement. Okay. Donc, tu t'investis... je sais pas, moi, j'ai l'impression que t'es beaucoup plus impactant. En tout cas, moi, j'étais beaucoup plus impactante dans mes entraînements, quoi. Ok. Est-ce que, du coup, il y a eu des choix qui auraient pu être difficiles pour d'autres, qui ont été faciles pour toi? Parce que, justement, t'avais cette espèce de drive, cette espèce de motivateur. Est-ce que tu as quitté la Guadeloupe, par exemple? Ça a été quelque chose de simple? Oh, c'était horrible. C'était horrible. Je suis parti à 18 ans. C'était horrible. Vraiment, en fait... alors, déjà, pendant les 3 années précédentes, l'entraîneur national venait assez régulièrement, enfin une fois par an au moins, et il allait voir ma mère pour lui dire, vous savez, votre fille, elle est très forte, elle a déjà un palmarès qui est très avancé, il y a un jeu qui est très avancé par rapport aux autres, en comparaison avec Laura Flessel qui est médaille olympique, Sarah est en avance. Enfin, en fait, c'est comme si Didier Deschamps allait voir votre mère tous les jours, enfin une fois par an, lui disant, vous savez, ce petit, il a un potentiel de ouf, franchement... laissez-le venir à Bordeaux à l'internat. Et ma mère, tous les ans, elle lui répondait non. L'escrime est un sport amateur. Elle partira quand elle aura son bac, etc., etc. Et elle a eu raison, d'ailleurs. Et en fait, à 18 ans, enfin, je pars à l'internat à Bordeaux. Et ça a été hyper dur. Déjà parce que c'était la première fois que je me rendais compte vraiment en équipe de France. C'est en équipe de France, en fait, que je me suis rendu compte que j'étais noire. Alors oui, je vois bien ma peau tous les jours, mais ça a été assez dur à un certain moment. Ensuite, l'internat, moi je rentrais pas tous les week-ends à la maison, 8000 km. Donc ça a été dur. Et puis c'est vraiment un déchirement, quoi. Quand tu pars toutes les semaines pendant 15 jours, enfin, ou toutes les semaines ou tous les 15 jours en compétition en Europe ou en Amérique, tu sais que tu rentres chez toi. Mais là, quand tu sais que tu pars définitivement de la maison, pour moi, ça a été l'horreur. Et en plus, on n'est pas hyper accompagné là-dessus. Il y a plein d'Antillais qui le vivent hyper mal, qui ont du mal à s'adapter, etc. Et au final, moi, quand ça allait pas, quand j'avais envie de tout abandonner, je repensais à tout ce que ma mère, en fait, ce que mes parents, mais surtout ma mère, ce qu'ils ont fait, en fait, pour que je sois là. Et je trouvais qu'il fallait que je respecte ça, en fait. Et je me raccrochais à ça. T'es parti pour ta médaille olympique. Ouais, c'est dur. Tu rentres pas chez toi le week-end. T'as fait ton premier Noël à l'internat toute seule dans le Crêpes avec personne. C'est dur. Mais t'as vu que ta famille s'est arrachée pour que tu sois là.
respecte ça et fais de ton mieux en tout cas pour aller au bout de ton truc, quoi. Ok. Ta famille a dû faire des efforts? Ouais, surtout financiers, ouais. C'était très très dur. Ok. Mais au final, et c'est aussi ça en fait, ces médailles mondiales et olympiques, même si je suis la seule de la famille sur le podium, mais on est une dizaine, quinzaine derrière, en fait, c'est aussi leurs médailles. C'est aussi des sacrifices qu'ils ont fait pour que je sois là. Et aujourd'hui, c'est aussi normal que je rende déjà à ma famille, mes amis, mais aussi à mon île, à la Guadeloupe, qui est aussi quelque part investie pour moi. Et en allant voir des jeunes dans les collèges, les lycées, en parlant de mon expérience, en leur disant si tu as un rêve, accroche-toi, ça va pas forcément être simple, entoure-toi de personnes saines, de personnes en qui tu crois. Et pas mal de choses en fait, essayer même de les suivre. Il y a quelques escrimeurs guadeloupéens que je suis, avec qui je suis en contact sur Instagram pour prendre des nouvelles. Quand je vois des exercices physiques, tu dis c'est ça va, tu vas voir, ça va peut-être développer ta rapidité, enfin des choses de ce genre. Et pour moi ça c'est important, ça c'est super important, c'est presque... En tout cas, la transmission, je pense que ça fait partie, pour moi, du rôle de l'athlète, en l'occurrence médaille olympique, parce que t'es mise en visibilité et il y a beaucoup de jeunes qui se raccrochent à toi. Je pense que ça fait partie de ton rôle, en fait. Ouais. C'est ma définition, en tout cas. Ouais, bien sûr, ouais. Je parle beaucoup. Hein. Non, mais c'est trop bien. J'adore. Il faut. On est sur un podcast. C'est le média des gens bavards. Mais ça me passionne ce que tu dis là. J'ai plein de questions qui me viennent en tête. Peut-être pour se rendre compte, c'est quoi les sacrifices qu'il faut faire, tu vois, pour venir en France? T'as des sacrifices financiers. C'est combien d'années avant d'être, tu vois, un peu autonome financièrement? Je me rends pas compte, tu vois, à quel point on est aidé, pas aidé. Quand t'as l'entraîneur national qui vient te voir tous les ans pour dire, ça serait bien que Sarah, elle vienne. Je me dis, ok, mais en fait, là, c'est tapis rouge. Ouais. Ça va être presque financé, aidé. Ouais. On peut penser que c'est comme ça, en fait, en t'écoutant, on se dit, là, c'est presque trop facile. C'est la future championne et tout. Donc, dans ce que j'entends là, il y a un petit paradoxe où j'arrive pas à comprendre. Et je me dis, tiens, mais en fait, d'où il vient ce paradoxe-là? En fait, donc, à 16 ans, je veux être médaille olympique, etc. C'est rare, mon entraîneur qui vient toutes les années. Et en fait, moi, je pars à 18 ans à l'internat à Bordeaux, pardon, j'ai bugué. Pendant cette période-là, je suis en équipe de France junior parce que je travaille fort, parce que je travaille dur. Je suis pas forcément entre guillemets la bienvenue, comme je te dis. C'est aussi en équipe de France que j'ai appris plein de choses. Même avec des exemples comme Laura Flessel. Ouais, bien sûr. Il y a les mentalités sont pas en train d'évoluer. Regarde, si on prend, alors je crois qu'il est au Real, Vinicius. Quand même, c'est un gars qui est hyper connu. On le traite encore de singe, macaque. Un stade avec des milliers de personnes, quoi. Donc non, c'est pas c'est pas quelque chose d'anodin ni de spécifique à Vinicius ou à Laura ou à moi, quoi. Donc, ouais, non, bien sûr. Après, les choses avancent quand même pas mal, mais c'était quand même encore présent à ce moment-là. Ouais. Et tu vois, excuse-moi, je bloque un peu sur ce point-là, tu vois, mais j'ai toujours cru, ou j'ai peut-être eu l'innocence de croire que c'était le problème du racisme avait assez vite disparu entre les athlètes, tu vois. Que c'était un problème qui venait du public, des supporters, tu vois, qui n'acceptent pas les changements, mais que dans le sport, de toute façon, si t'es amené à être coéquipier ou à combattre quelqu'un qui est différent que toi, tu dois l'accepter, en fait. Ça fait partie intégrante du sport, en fait. C'est les valeurs de l'olympisme, c'est l'ouverture, c'est les 5 continents qui viennent s'affronter, aussi dans la joie, dans le respect, et qui viennent montrer ces valeurs-là. Moi, j'ai toujours eu le pressentiment que les problèmes de racisme ne touchaient pas les athlètes. Oui et non. En fait, moi, je l'ai surtout vécu par rapport à d'autres athlètes, d'autres escrimeurs étrangers. Ok. Un petit peu quand même en équipe de France, mais tu vois,
un ratio de 1 personne sur 10. Donc voilà, beaucoup je veux pas citer les pays, c'est pas grave, mais beaucoup d'escrimeuses et escrimeurs étrangers. Mais pour autant, après, le sport, c'est juste une partie de la société. Donc, on retrouve les mêmes types de profils, les mêmes personnes qui vont voter, donc les mêmes personnes qui vont mettre des touches, qui vont mettre des paniers. C'est juste une sous-société de la société de tous les jours. Donc, c'est aussi normal qu'on retrouve parfois des personnes racistes, des personnes homophobes, des personnes tout ce qu'on veut, en fait. Parce que, ou qu'on invisibilise les handicapés, des personnes handicapées, parce que c'est aussi le reflet de la société, en fait. Pour moi, c'est pas parce que tu mets ta tenue de sport ou que tu mets ton maillot de basket que, hop, ça efface ou ça peut effacer ce qui se passe, en fait. Donc, moi, ça me surprend pas, en fait, parce que ça fait juste partie de la société. Et oui, dans l'idéal, on signe une charte quand on est olympien ou olympienne en se disant, oui, c'est aussi le respect de l'autre, c'est la découverte de l'autre, c'est partager avec l'autre, c'est accepter l'autre quel qu'il soit, que ça soit, je sais pas, un déficit physique ou qu'il soit gros, grosse, qu'il soit fin, quelle que soit la morphologie, la religion, etc. Mais ça reste quand même une partie de la société, quoi. Donc, ouais, ok. Donc si on revient à ton arrivée en France. Mon arrivée en France. Je te parlais de tous les challenges à relever pour s'imposer, pour trouver son rythme, trouver sa place. Comme je disais, en fait, pour moi, ça a été hyper violent parce que j'étais loin de ma famille, j'avais pas mon entourage, en fait, voilà. Après, je m'entraînais fort en Guadeloupe et ça a été assez bizarre parce qu'en équipe de France, on s'entraînait moins fort. Ce qui me dérangeait, c'est que moi, j'étais venu pour être médaillé olympique avec tous les sacrifices que ça sous-entendait, c'est-à-dire être loin de ma famille. Ça voulait dire, là, j'avais été prise en charge justement par l'équipe de France en étant interne, donc logée au Creps et puis nourrie aussi par le Creps, parce que de toute façon, ma mère n'aurait pas eu les moyens de subvenir à mes moyens à ce moment-là, en tout cas avec toutes les compètes en Europe et en Amérique, mais elle l'a fait les 4 années précédentes et ça a été hyper dur. Et je sais par la suite qu'elle a fait un prêt, en tout cas pour me permettre de partir en compétition, etc. Et en fait, en arrivant, j'avais l'impression qu'on s'entraînait moins fort qu'en Guadeloupe. C'était assez perturbant. Et je pense qu'en Guadeloupe, à ce moment-là, on avait un entraîneur très fort qui voulait qu'il y ait des jeunes qui partent et qui soient très, très forts en équipe de France. Et donc moi, en arrivant à Bordeaux, je pense que j'étais la seule à ce moment-là qui voulait être médaillée olympique. Il y en avait beaucoup qui étaient en équipe de France et qui avaient déjà atteint leur objectif. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, il y avait un décalage qui était assez important. Et au bout d'un moment, j'ai fini par m'entraîner seule, enfin m'entraîner avec tout le monde, mais de m'entraîner en plus. Après les entraînements, seul devant mon miroir, répéter des gestes, etc. Des années après, je me suis rendu compte que, je me compare pas à eux et je me le raconte pas non plus, mais que mes idoles, en fait, faisaient ça. Jordan, Kobe, etc. Tu vois, je restais 1 heure, 2 heures de plus. Bon, eux, ils restaient 3 ou 4 heures de plus sur leur entraînement, mais finalement, il y a des choses qui, avec le temps, quand je regarde et je les regarde et je me dis, mais putain, ça, j'ai fait ça, et je me suis dit naturellement que c'était une bonne chose de le faire, quoi. Bon, bref. Et au bout d'un moment, en fait, 2 ans après être arrivé à l'internat, moi, j'ai commencé à challenger mon entraîneur, en fait, vraiment là-dessus, en disant, voilà, là, il faut envoyer, là, les jeux, c'est dans pas longtemps, faut qu'on soit quand même plus forte, quoi. J'ai l'impression que on a été plusieurs fois vice-championne du monde par équipe. On a été plusieurs fois médaillée de bronze au championnat du monde, mais on n'a jamais gagné. Donc peut-être qu'il faut qu'on soit plus forte à l'entraînement. Bon, bien sûr, j'étais une gamine, ça n'a pas été très bien reçu, hein. on va pas se mentir. Et j'y suis retournée quelques mois après, avec la même intention, en disant, moi j'ai besoin de m'entraîner fort. Vous êtes venu voir ma mère en me disant que j'étais forte. Là, moi je veux être médaille olympique, je suis venu pour ça, en vous faisant confiance. J'ai aussi besoin que vous aussi vous upgradez un peu votre niveau, quoi, concrètement. Donc là, ça s'est vraiment mal passé. Et concrètement, il m'a dit, soit tu restes en équipe de France avec nous avec ces conditions-là, soit tu pars.
Et ça a été hyper dur parce que là encore, je sais que j'avais pas les moyens financiers de partir, en fait, puisque je gagnais pas d'argent. Je m'entraînais, je suivais mes courses, et c'était ça mon quotidien. Et j'ai quand même fait le choix de partir. Je suis parti, donc là, ça voulait dire du jour au lendemain avoir beaucoup de personnes autour de toi, parfois des journalistes et tout ça, tes larmes, et puis ta famille, en fait, tes yeux pour pleurer, et puis ta famille encore qui te soutient. Ma mère, je savais que financièrement, c'était compliqué, mais on a quand même trouvé un appartement à Boulogne, pas très loin du Parc des Princes. C'est important parce que je soutiens le PSG, même si c'est dur. Et puis, où ça a été compliqué, c'était qu'à certains moments, le soir, j'allais me coucher tôt parce que j'avais pas un rond pour m'acheter de quoi dîner. Et donc, j'essayais de tromper mon cerveau, mais je pouvais pas. Le cerveau, tu vas pas le tromper 150 millions de fois. À un moment donné, il faut aussi trouver une solution pour manger, en fait. Et c'est là que j'ai dû arrêter l'escrime pour être vendeuse dans un magasin de vente de sport, enfin, d'articles de sport, etc. Et puis, finalement, donc là, j'avais aussi une relation assez particulière avec ma banquière qui m'appelait assez régulièrement pour me rappeler que j'étais toujours à découvert. Donc, un lien spécial s'est créé entre nous deux. Et ce qui était une bonne chose parce que finalement, elle me connaissait finalement et j'ai pu faire un prêt à la banque pour revenir avoir arrêté le taf de vendeuse et donc piétiner tous les jours dans ce magasin-là. Et puis, revenir au sport et être percutante, revenir en équipe de France et puis partir au jeu. Je suis parti au jeu parce que j'ai fait un prêt à la banque, en fait. Donc, oui, quand je parle de difficultés, oui, il y en a eu sur... en plus, c'est aussi, alors financière, la couleur de peau. C'est aussi une période où j'ai compris que j'étais homo aussi. Ça a été... Ça, c'était très drôle parce qu'à un moment donné, quand tu rentres dans des vestiaires, des personnes avec qui pendant 5 ans, tu t'es toujours retrouvé à poil dans le vestiaire, qui ont un comportement totalement différent, comme si, c'est bon, je suis homo, je n'ai pas dit que dès que je vois une meuf, je vais lui sauter dessus, quoi. Enfin, ça va. Et puis, là, je le fais de manière macro, mais ça voulait dire plein de choses. Ça voulait dire sale gouine, ça voulait dire sale noire, ça voulait dire des cris de singe. Donc, si je rentre de manière un peu plus précise dans ces sujets-là, au quotidien, c'était dur. Ouais, c'était dur. Mais encore une fois, j'étais l'idée par cet objectif-là. Ouais. Et j'en suis vraiment contente parce que ça me permettait aussi de garder la tête en dehors de l'eau et puis de pas être... moi, j'ai pas ce côté revanchard. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des propos et des mots qui m'ont fait beaucoup de mal. Mais en fait, tant pis pour ces gens-là, en fait. Merci de partager tout ça. Et pour ta transparence, c'est pas des sujets faciles. Et en même temps, on a besoin, je trouve, tu vois, de mettre les mots vrais sur ce qui se passe. Ça nourrit aussi tout ça. Moi, de plus en plus, je vois un changement de... j'ai changé de comportement par rapport à la jalousie, à la haine. Alors moi, je suis dans un monde qui est un peu différent du sport, tu vois, c'est la création de contenu et tout, mais il y a quand même beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de choses. Et j'ai travaillé avec ma coach pour complètement transformer toutes ces critiques, cette méchanceté, ce stress un peu ambiant qu'il peut y avoir, en une source de motivation supplémentaire, en fait, pour moi réussir. Toi, là, tu vois, je te le dis, avec 33 ans, avec une coach, avec un travail sur moi-même et tout. Toi, comment tu fais quand t'as 18, 20 ans, que tu vois, pour vraiment transformer tout ça en quelque chose de positif? En fait, comme ça me faisait mal, j'avais tendance à m'éloigner un peu déjà petit à petit de ces personnes-là, en fait. Faut aussi te faire ton mieux pour ne pas t'entourer de personnes néfastes. Tout comme quand tu as un objectif grand, qui est plus grand que toi, comme être médaille olympique, c'est quand même plus intéressant d'être... ça te propulse, en fait, d'être entouré de personnes qui, elles aussi, en fait, ont un objectif hyper grand et qui vont aussi se défoncer, enfin, pour atteindre cet objectif-là. On le sait, il y a quand même des études neurosciences et autres. Quand tu as un cerveau entouré de cerveaux super excités, tu as tendance à être super excité. Donc, c'est un peu le même principe. Donc, s'éloigner de personnes qui ont
des envies ou des pensées ou des propos pas bienveillants à ton égard, et puis même quand ça c'est pas forcément lié à toi, mais ce qui rentre pas dans tes valeurs, tu les mets de côté aussi. Et puis ensuite, j'avais aussi tendance, sans parler de revanche, mais comme je travaillais plus, je m'entraînais avec tout le monde, mais je passais aussi des heures à travailler seul de mon côté et à continuer à être plus performante vers le succès en fait de mon projet. C'est sûr que ces personnes-là, quand j'ai rencontré en compète, c'est sûr qu'il fallait que je les défonce, quoi, quand même un petit peu. Donc, en fait, je leur laissais beaucoup moins de chance. Encore une fois, c'est vraiment pas une question de revanche parce que j'ai pas ce trait-là. Mais comme je travaillais fort de toute façon et que je les voyais pas quand j'étais en compète, pour moi, c'était juste une cible en fait à défoncer. Aussi simple que ça. Et à côté de ça, je me rattachais toujours à mon objectif. En fait, moi, je pense que vraiment ce qui m'a tenu, c'est mon objectif. Voilà. Être médaillé olympique, c'est un objectif qui est hyper grand parce qu'on regarde, on est des milliards sur Terre. On est quelques milliers à avoir fait les Jeux et encore quelques milliers à être médaillés. Et c'est un objectif qui est plus grand que toi. Tu as l'impression que toute ta vie, enfin, moi, ça a été le cas, ma vie était l'idée par ça. En tout cas, c'est pendant cette période-là. Et ça veut dire ne pas voir mes neveux grandir. Ça veut dire, moi, je suis une fêtarde, mais pendant cette période-là, tu fais pas la fête. Pas parce que tu fais un sacrifice de pas manger de pizza, de glace et de boire du vin, parce que j'aime bien le bon vin, et faire la fête. Non, c'est juste que ton objectif étant plus grand que toi, en fait, c'est naturel que tout ce que tu fais, toutes les actions que tu mènes, t'amèneront vers cet objectif-là. Tu vois, je me lève le matin, je pense JO. Donc, ça veut dire que je vais prendre un petit déj JO, quoi. Je vais essayer de me coucher. Moi, je dors pas beaucoup. En temps normal, je dors 5 heures sur une année. En période olympique, je dors JO. C'est juste naturel. C'est comme si le cerveau se mettait dans un mode où le reste, si ça rentre pas dans le projet, c'est art. Ok. Comment t'arrives, du coup, au jeu? Dans quel état d'esprit tu te situes? Alors déjà, on a hyper galéré pour se qualifier. On se qualifiait à la dernière compète en Allemagne avec les filles. Et déjà, à ce moment-là, le jour de cette qualification, parce qu'on qualifie d'abord le pays, enfin le quota, et ensuite, il faut se qualifier au sein du quota. Et là, je me dis, waouh, à 16 ans, t'as dit que tu feras ça. Là, tu vas avoir 24 ans, tu es en train de le faire. Et en plus, tu t'es dit, à 16 ans, tu vas le faire parce que t'as vu Laura Flessel. Et là, en fait, vous êtes dans la même équipe. Donc déjà, il y avait vraiment cette joie de qualification qui est aussi... Parce qu'en fait, une qualif olympique, c'est au moins 4 ans quand même. Donc encore 4 ans où ta vie est vraiment rythmée par les compétitions, les entraînements, etc. Donc il y a ça. Et puis les Jeux, en fait, on s'entraînait tellement fort que quand on est arrivé, moi j'étais hyper sereine. Au début un peu excitée parce que tu peux croiser des stars de NBA au petit-déj, ou avec Federer, c'est n'importe quoi en fait au final. Donc t'as cette excitation, tu pars dans tous les sens, etc. Et puis au bout d'un moment, tu te refocalises et tu reprends les entraînements et petit à petit en fait tu te remets en fait face à la compète. Et moi je revois encore le moment quand on rentre dans le gymnase, j'ai un petit coup de y a personne, c'est tôt le matin, il fait noir, il y a juste les pistes qui sont éclairées, tout ça un peu à l'américaine, et c'est hyper beau. Et là, je me dis, waouh, on est là. Donc j'ai un petit frisson. D'ailleurs, je suis à nouveau en train de l'avoir physiquement. Et en fait, à ce moment-là, je me mets dans un hop, je switch. Et je me dis, voilà, on a travaillé pendant des années pour être là. On va kiffer ce moment-là. En fait, c'est ça qui est emmerdant avec le moment M vraiment dans le projet, que ça soit sport, que ça soit monter ta boîte, que ça soit une levée de fonds, enfin je sais pas. C'est que en fait tu travailles tellement pour être là à ce moment-là que ton cerveau il y a une espèce de pression qui se crée et l'idée c'est vraiment d'arriver à transformer cette pression en se disant putain, t'as travaillé fort pour être là en fait. Donc là tu dois kiffer ce moment. Tu dois justement kiffer ce moment, être au summum de ta force, de ta forme, en fait. Et quand tu arrives à te transformer là-dedans, te mettre là-dedans, en fait, t'es dans la zone, quoi. T'es dans la zone et tu kiffes. Donc, ouais, moi, les Jeux, c'était plusieurs étapes. Mais le jour de la compète, c'était un pur moment de kiffance. Et
En plus, j'étais avec ma petite sœur, pas vraie sœur, mais considérée comme Maureen Nizima, avec qui on était médaillés. Et c'était vraiment un pur moment de bonheur, quoi. Ouais. Comment est-ce que tu vis le fait notamment de concourir avec Laura, parce qu'il y a un peu de comparaison, il y a un peu de rôle modèle, c'est la grande star qui revient plus ou moins. En plus, elle avait pas plus ou moins. Non, c'est encore après. Ouais, c'est encore après. Excuse-moi. Du coup, je fais un anachronisme. Mais comment ça se vit, comment ça se gère? J'étais curieux de te poser la question parce que vous êtes à la fois un sport où l'équipe est quand même très importante, mais ça reste un sport individuel. Faut être honnête. Et je trouve que c'est difficile à gérer. Tu vois, un jour on est rival, un jour on est coéquipière et on porte le maillot de l'équipe de France ensemble et la cause doit dépasser tout ce qui a pu se passer avant, tu vois. Ouais. Comment est-ce que toi tu le gérais? Alors je vais déjà revenir sur le fait de la rivalité. En fait, la différence entre l'escrime et le basket, par exemple, c'est que chez nous c'est plus visible. En fait, au basket, même s'ils sont un coéquipier, ils sont tous quand même adversaires parce qu'il y a quand même que 5 places sur le terrain. Donc à un moment donné, il faut quand même arriver à être sur les 50 personnes, faire partie du groupe et ensuite dans le groupe faire partie du 5 de départ. Il y a toujours une hiérarchie quoi qu'il arrive. Ça, exactement. Après nous, c'est plus frontal parce que justement sport individuel, tu vas encore plus chercher ta perso au sein de tout le groupe, quoi. De la centaine de meufs, il y a vraiment 4 qui en sortent, quoi. Donc c'est plus direct. À côté de ça, oui, effectivement, à 16 ans, je me dis, c'est Laura qui m'inspire en tant que rôle modèle. Après, on a quand même passé beaucoup d'années ensemble à s'entraîner. Donc cette image de rôle modèle, et puis on est de l'extérieur aussi, on apprend à se connaître un peu plus de l'intérieur au sein de l'équipe, et puis cette image du coup de rôle modèle, elle s'évapore, avec le temps, peu. Exactement. Tu désacralises en fait. Exactement, quand tu rencontres les gens. Désacralise, c'est exactement ça. Et du coup, je sais plus ce que j'allais dire, mais en tout cas, on devient juste coéquipière. Donc ça, c'est plus en soi, c'est même plus un sujet quand on est au jeu ensemble. Il y avait quoi dans ta question? Il y avait une troisième partie, je sais plus. Effectivement, comment est-ce que tu gères en fait le changement de statut d'un jour à un autre, tu vois? C'est que le mardi, tu dois peut-être ressentir une certaine forme d'agressivité ou de rivalité ou vis-à-vis de. D'ailleurs, ça peut être Laura, mais ça peut être une autre personne dans l'équipe. Et le lendemain, faire corps. Ouais. Et l'autre partie de la question, c'était la comparaison aussi. Parce que ça, je sais que on le répète, les journalistes, ils le répètent aussi, tu vois. Même moi qui essaye de casser ce cercle, je te pose quand même la question, tu vois, de savoir comment est-ce que tu le gères, comment est-ce que tu l'appréhendes. Alors, je vais être honnête sur la comparaison, c'est un truc dont j'ai horreur. J'aime pas qu'on me dise, je suis, pendant longtemps, que j'étais la future Laura Flessel. Non, je suis juste la première Sarah Danand qui va être médaille olympique, en fait. Et point barre. Parce que j'ai une identité qui est en plus totalement différente de celle de Laura. Et donc, c'est vrai, on vient de la même île, on fait le même sport et qu'on a connu des galères similaires, mais on est tous différents. Enfin, il faut arrêter ça. Tout comme Givry Zeman, qui est une pote, judo, qu'elle était la future Teddy Riner. Non, je suis... C'est dérangeant en fait, et c'est un peu dommage, je trouve, que souvent les journalistes tournent autour de ça. Après, je comprends parce que ça permet aussi de mettre une image pour les spectateurs, etc. Mais finalement, ça reste un petit peu pas rabaissant, mais c'est un peu dommage, quoi. Parce que encore une fois, pour toi, ça doit être dur à gérer, je pense. Pour moi, c'était. Pour le public, c'est bien, en fait. Tu vois, non, il y a mais un je petit côté. Je comprends parce que ça permet de mettre une image et de se dire ah oui, donc si c'est Laura Flessel qui est de multiples médailles olympiques et qu'on la compare, c'est génial en fait. Mais je comprends la démarche. C'est juste qu'elle me plaît pas, en tout cas. Ouais. Donc ça, après, sur le côté individualité pour revenir en équipe, c'est hyper hard. En fait, c'est comme si on avait 2 masques. Le masque de la journée individuelle et là, effectivement, tu es là pour gagner. Hein. Tu t'entraînes autant pour gagner. Donc, que ça soit ta petite sœur, Maureen, qui est ma bonne pote, que ça soit Laura, que ce soit d'autres personnes, des fois, on se tape fort. Qu'on s'apprécie pas. C'est pas une question de personnalité.
Des fois, voilà, t'as envie de gagner, et puis, enfin, t'as toujours envie de gagner, pardon, mais des fois, on peut se faire mal. On peut aussi être confronté à une nana qui nous aime pas forcément, qui même veut nous faire mal physiquement, d'ailleurs. Après, on le sait, ça fait partie de ce sport-là, comme dans d'autres sports. Et pour moi, le plus important, c'est qu'on s'apprécie ou qu'on s'apprécie pas, qu'on soit hyper copine ou pas hyper copine. Moi, je n'en ai rien à faire. Quand t'es là le matin en équipe de France avec moi, que t'aimes voir ma gueule, que tu sois raciste, j'en ai rien à foutre en fait. Là, ce jour-là, t'es là, j'en ai rien à faire, pardon. Là, ce jour-là, t'es là pour qu'on gagne ensemble. Moi, j'ai été médaillée olympique avec pas 100% des meufs avec qui on s'entendait, mais on s'en foutait parce qu'on arrivait on se le disait déjà dès le départ, on arrivait à prendre nos forces, à nos énergies ensemble, à les mettre en commun et faire front ensemble face à l'adversaire et puis représenter notre pays. Après, on pouvait se mettre dessus après la compète ou pas, ou on pouvait boire des coups ensemble ou pas, mais en tout cas, à ce moment-là, on était unis. Et pour moi, c'était important. Quand ça n'a pas été le cas, moi, j'ai toujours eu l'impression, en tout cas, que c'était aussi mon rôle en tant que coéquipière, d'aller voir les autres et dire, là, tes histoires, j'en ai rien à faire, en fait. Là, tu te mets dedans. Parce que, finalement, on a beaucoup bossé pour être là, aussi pour kiffer ce moment-là et puis aussi performer. Mais en fait, derrière, il y a encore des meufs qui sont prêtes à prendre ta place ou prendre ma place. Donc, tes histoires, j'en ai rien à faire. Là, t'es là. Si tu veux me taper dessus ce soir, tu me taperas dessus ce soir. Mais là, ce matin, t'es là et tu perfs. Il y a des outils pour réussir à créer cette espèce de cohésion, réussir à créer ce mindset, en fait. Ouais, ce mindset où tu mets à côté tout ce qui est plus personnel, plus individuel. Des outils, des méthodes, des rituels qui ont bien marché pour vous? Moi, je dirais déjà la communication. Être la plus transparente possible. Il faut se dire les choses. On n'est pas là pour se dire t'es pas belle aujourd'hui, t'es pas forte, t'es pas machin. Là, on est là pour se dire et des fois, ça fait hyper mal à l'ego quand même. On est aussi des humains, de dire t'as pas été bonne, mais aussi dire pourquoi. Là, ce que tu fais, et encore une fois, moi ça m'est aussi arrivé parce que c'est dans les deux sens. Là, tu fais de la merde. Ressaisis-toi. Là, ce que tu fais, ça va convient pas. Donc, la communication, je pense qu'elle est super importante pour chacun, chacune. Ça permet d'être aussi bien en accord avec l'objectif. Après, on a aussi le fait de travailler et d'être toujours ensemble. On développe aussi une culture, en fait. Il y a la culture du sport, l'équipe de France, mais aussi la culture du sport, l'escrime, etc. Mais aussi la culture de notre propre arme à nous. En fait, à force d'être en voyage ensemble, de faire des compétences ensemble, et comme en entreprise, on développe cette culture vraiment intrinsèque. Et puis, on apprend aussi à se connaître. Quand une meuf, tu sens que à son regard, le matin, elle arrive au petit-déj et te dit « Bonjour », tu sens qu'elle se fait dessus. Donc, vous avez bossé ensemble, c'est aussi de ta responsabilité, moi je le prends comme ça en tout cas, d'aller la voir et lui dire « Ah, t'as bossé, fais ton truc, exprime-toi, kiffe, encore une fois ». Et je pense que si chacune garde sa place et prend la responsabilité d'être prête, mais aussi de faire attention à ses coéquipières pour qu'elles soient elles aussi prêtes, c'est aussi de la responsabilité de chacune, à mon avis, de prendre soin aussi de l'autre pour que le projet en fait aille vers un succès, quoi, en fait. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis, d'avoir cette espèce d'empathie ou de sensibilité, totalement. Et surtout de se responsabiliser. Ça me fait une grosse comparaison. Moi, je viens du rugby. Tu vois, dans le rugby, ton pote, il tombe par terre, tu le relèves, tu lui fais une tape sur l'épaule et tu lui dis, mec, au moins sois debout, en fait. Parce que, au moins, fais acte de présence. Même si tu peux plus courir, même si tu peux plus plaquer, vas-y. Alors que tu vois, des fois, effectivement, la comparaison au foot, elle est un peu facile. Et encore, je veux pas taper sur les footeux parce que c'est vraiment un monde qui est différent, c'est des sphères différentes, mais on sent qu'il y a une déresponsabilisation de l'équipe, quoi. Que chacun est un peu dans son coin, et s'il y en a un qui fait un caca boudin, on le laisse, tu vois. Et on voit chez certains leaders, je trouve, ce côté où ils vont venir chercher les autres et dire ok. Mais t'as besoin des autres, de toute façon,
pour performer ensemble, mais tu as aussi besoin des autres pour grandir de toute façon. À partir du moment où les gens ne comprennent pas ça, enfin, que ce soit, tu vois, l'escrime, c'est un sport individuel, mais ok, on se fait la guerre, la guerre, c'est peut-être pas le bon mot, surtout en ce moment, mais ok, on se tape dessus, on se rentre dedans aux entraînements et en compétition, mais au final, t'as besoin des autres pour progresser, en fait. C'est aussi quand elles te rentrent dedans que tu dises, ah, j'ai cette faille-là, en fait, dans mon jeu, et que tu dis, ok, tu le notes sur ton petit carnet, et tu te dis, bah, ok, là, elle m'a fait ça a été hyper simple. Comment, moi, je peux m'améliorer pour que ça ne se reproduise pas. Et toujours l'escrime, enfin surtout l'épée pour le coup, c'est faire croire à l'adversaire que c'est lui ou elle qui a pris la décision de faire une action, et derrière avec ton épée tu lui maroives la tête en fait, c'est ça. Donc quand tu as conscience de ce truc-là et que tu as compris, la meuf tu l'amènes à refaire la même chose, et derrière encore une fois soit par ton épée ou réagir différemment pour justement lui montrer que là, t'as trouvé la réponse à la faille qu'elle avait identifiée en toi. Donc, t'as besoin des autres. Bien sûr. Est-ce qu'il faut être méchante pour gagner en escrime ? Ah, ce serait dommage. Mais quel que soit le sport, je pense. Je suis... pour moi, la méchanceté, la revanche, tout ça, tous ces trucs, c'est trop négatif. Moi, alors je vais être très simple, mais moi, mon mot, c'est l'amour, quoi. L'amour, le partage, la transmission, ce sont vraiment c'est ce qui me correspond. Donc, je dirais non. On n'a pas besoin de ça. Ok. J'ai jamais eu besoin de ça. D'autres n'ont jamais eu besoin de ça. Alors, c'est quoi le bon mot pour trouver l'équilibre, justement, entre cette envie de gagner, cette envie de battre l'autre, tu vois, cette capacité à être prêt presque à tout pour faire péter un plomb à l'autre, influencer légèrement les arbitres, prendre l'ascendant psychologique, où c'est quand même, tu vois, t'essayes quand même un petit peu de faire souffrir l'autre, ou en tout cas de montrer que tu seras imperturbable. C'est quoi le bon mot pour exprimer ça ? Je pense que c'est un couple de mots. Je dirais que c'est la bienveillance clean. Ce que je veux dire par là, c'est que alors je vais prendre un exemple qui est très concret. La personne qui compte le plus pour moi à l'épée d'âme, c'est Maureen Nizema, qui est vraiment ma petite sœur. On s'est retrouvés plusieurs fois. On s'est rentrés dedans. On s'est crié dessus, face à face. On était dedans, tu vois. On a gueulé vers des arbitres aussi parfois pour influencer un peu peut-être leur décision. On s'est fait mal physiquement avec les épées, sans le vouloir, mais donc il y a eu de l'engagement, de la force, mais aussi la bienveillance, parce que quand on faisait mal à l'autre, pareil, tout comme ton collègue qui tombait, on lui prenait la main, on s'excusait. Et quand je dis clean, parce que bienveillance clean, parce que justement y a pas de rage dégueulasse. Toi, ta propre rage, tu vois, t'enlèves ton masque et tu cries pour évacuer ta rage, ton énergie, mais pas pour lui faire du mal psychologiquement. Donc oui, c'est vrai que t'as tendance à essayer de l'amener dans un piège, mais tu restes toujours propre. Il y a pas de, tu vois, pour moi, il y a pas de dopage déjà forcément. Et puis il y a pas de, je trouve pas le mot, mais ouais, je dirais bienveillance clean, quoi. Quelque chose qui est quand même propre et respectueux envers ton adversaire. Et encore une fois, même si des fois on se tapait fort dessus, quoi. Et, tu vois, quand le match est fini, il est arrivé une fois où je gagne, où elle me vient me dire, oh là, ce que tu m'as mis là, l'action je l'ai pas vu venir, c'est top. Regarde le bleu là que j'ai, c'est toi connasse qui m'a fait ça. et c'est top parce qu'on s'est transcendé, on est allé vraiment dans notre zone, et malgré tout, on a été hyper clean après, quoi. Et à l'inverse, tu vois, ok, bienveillance clean, et c'est quoi l'émotion que tu vas chercher pour avoir envie de gagner ? Parce qu'on te voit quand même, et d'ailleurs c'est assez, il y a plusieurs autres sabreuses, épéistes ou fleurettistes, tu vois, qui n'ont pas le même visage, qui n'ont pas la même personnalité. Ah, carrément. Dès qu'ils montent sur le podium, tu vois. C'est vrai. C'est quoi les mots-clés, toi, auxquels tu pensais ? Alors, déjà, le masque, il joue beaucoup quand même à l'escrime.
Moi, j'ai commencé l'escrime, j'étais hyper timide, hyper réservé. Et c'est vrai que le masque te permet de tenter des trucs et de grandir, pas de te cacher, mais de pouvoir faire des choses en étant protégé, en fait. Ouais. Et moi, mon truc, c'est aussi de me dire, enfin, c'est plutôt une énergie qui circule en moi. Encore une fois, j'ai travaillé pendant des années pour vivre ce moment-là. Je vais essayer de le kiffer au maximum. T'as travaillé beaucoup pour être là, fais ton truc, la meuf tu vas la défoncer petit à petit. En fait, je monte comme ça dans mon énergie. Et c'est vrai que quand j'arrive sur la piste, en fait, non, je souris pas. Moi, ce que je veux, c'est défoncer la meuf qui est en face. Et des fois, quand je vois des photos de moi sur le web, je me dis ah ouais, j'avais cette tête-là. Je vois des photos en train de gueuler, j'ai les yeux. Physiquement, c'est pas que c'est horrible, mais t'es tellement transcendé en fait, t'es tellement en dehors de toi, quoi, j'ai l'impression qu'au final, je sais que j'ai fait peur à des gens parce que physiquement, j'étais vraiment dedans, quoi. Mais je pense que le masque joue beaucoup sur l'intensité des émotions qu'il peut y avoir dans l'escrime de manière générale et cette protection du regard de soi, tu vois, par exemple. On le voit de plus en plus, tu vois, avec les tennisman qui deviennent et les tenniswoman où on leur demande de faire de plus en plus attention à leur, tu vois, à leur niveau de frustration, à leur colère et tout. Et je trouve dans l'escrime, vous êtes un peu protégés, tu vois, de ça. Alors il y a un peu moins de médiatisation aussi, mais le fait que vous soyez protégés, je pense que ça vous aide à vous exprimer en tout cas, ou que ça vous libère, tu penses pas? Ça nous aide à nous exprimer, mais en fait ça ne nous empêche pas de voir qu'une nana se fait dessus avant le match, avant qu'elle monte, qu'elle mette son masque, et de voir quand même un peu entre les touches ou qu'elle est pas bien en fait. Et même si toi t'es pas bien, et en fait tu sais pas à quel niveau t'es pas bien par rapport à elle, son niveau où elle est pas bien. Quand tu sens qu'elle est pas bien, il faut que soit ça puisse t'impulser une énergie pour que toi tu arrives à prendre le dessus. Et même si t'es pas bien, en fait, t'enlèves ton masque sur sa touche et tu gueules. Et plus tu gueules, plus tu sors cette énergie, plus en fait tu vas petit à petit prendre toi-même confiance en toi en fait. Revenir dans le match par l'évacuation de cette énergie-là. Oui, le masque a un rôle de protection. Après, ça nous empêche pas effectivement de voir l'autre et de le sentir ou la sentir petit à petit. Et puis c'est aussi c'est beau en fait de sortir son masque et de gueuler tellement fort genre warrior guerrière que moi je trouve ça beau et fascinant. Et puis ça amène vraiment un ascendant psychologique par rapport à l'autre, mais même nous ça nous transcende intérieurement quoi. Pour les touches d'après et ouais. Est-ce que on dort avec son masque, ou on fait des choses avec son masque? Tu sais, on entendait, je sais plus quel biathlète dormait avec son arme. Et je sais que Anaïs Chevalier-Bouchet, qui a été double médaillée olympique, tu vois, elle m'avait expliqué quoi, passer du temps avec son fusil quoi. Il faut passer du temps avec sa carabine, pardon. Alors je sais plus si elle dormait avec, là, j'en rigole un peu, mais elle faisait des exercices pour passer du temps, juste avec avec ton arme et tout. Vous, c'est pas quelque chose que vous faisiez plus que ça ou toi? Moi, c'est plutôt mon épée, mon gant et mon épée. C'est-à-dire que même avant l'entraînement, j'enfile mon masque, mon gant, je tiens mon épée, je la tournais, je la regardais, je la prépare au millimètre pour qu'elle puisse en un dixième de seconde se déclencher, hein, parce qu'une médaille olympique c'est quand même pas grand-chose. Je la rembelle, je la regarde et c'est vrai qu'avant l'entraînement, avant la compète, je la tiens, je la bichonne, je la tourne dans tous les sens. Je pense que ce serait peut-être ça, l'épée, ouais. Ouais, c'est intéressant. Je la bichonne, vraiment. Et je pense qu'on est nombreux à faire ça, justement. Encore une fois, la médaille olympique se joue à un centième de seconde, donc vaut mieux qu'elle soit bien réglée, et que tu aies envie, en fait, aussi de la tenir parce qu'en fait, c'est le prolongement aussi de ton bras, c'est ce qui va porter le coup, et c'est aussi ce qui va te défendre quand tu es attaqué par l'autre, quoi. Donc, elle a un rôle important. Hein. Il y a d'autres petites habitudes comme ça qui peuvent paraître un peu étranges du point de vue extérieur. Parce que tu vois, ça c'est quand même hyper particulier. Tu vois, on n'imagine pas Usain Bolt ou Eliud Kipchoge regarder ses chaussures, les mettre. Et pourtant, il y en a. Et pourtant, Eliud Kipchoge, il dit qu'il parle beaucoup de ses chaussures, quoi, qu'il a besoin de les mettre, de toucher les lacets et tout. Il y a un espèce de culte à la chaussure. Mais
on voit pas Mbappé ou Usain Bolt faire ça, tu vois. Mais je serais curieux de... Usain Bolt, je suis pas sûr pour les chaussures. Ouais. En fait, je pense que ça doit se faire dans beaucoup de sports où, sans parler de tomber dans les comment on appelle ça, dans des travers en tout cas. Mais je pense que, tu vois, je te donne un exemple. Nous, quand on part en compète, qu'on prend l'avion, parfois, tu as ton matériel qui n'arrive jamais, des trucs comme ça. Bon, bien sûr, tes épées, tu peux pas les prendre en cabine. Mais du coup, tu vas prendre au moins ton masque et ton gant, a priori, au cas où, ouais, en cabine. Ok. Beaucoup d'athlètes prennent leur pointe. Ils peuvent laisser tout le reste, mais ils prennent leur pointe en cabine. Les gymnastes, leur tenue. Et en fait, au bout du compte, on se rend compte que c'est la particularité. Les athlètes, c'est plus les chaussures, parce que en fait, la griffe, c'est le pied. C'est la chaussure qui va te permettre d'être bien. Si t'as pas ta chaussure, que tu prends celle d'une autre personne, ça va pas être le même effet. Moi, c'est l'épée. Je pense que finalement, c'est assez proche du sport, je trouve. Pour avoir échangé avec d'autres, j'ai des potes judokas qui prenaient leur kimono en valise, cabine, et le reste partait en soute, quoi. Je pense que c'est lié à la particularité du truc, du sport. Et après, parfois, y a des athlètes, je pense, qui s'en foutent juste. Pour eux, ça n'a pas grande importance. Mais moi, vraiment, si je reviens à ce moment avec l'épée, j'avais l'impression que... Bon, je lui parlais pas non plus, mais il fallait qu'elle soit... En fait, là, quand j'y pense, là, je me revois et je pense que je la trouvais belle, en fait, mon épée. Je la trouvais belle et je voulais qu'elle soit performante. Et des fois, en plus, on se faisait des graffitis soi-même sur nos épées et masques... parce qu'on savait que ça allait être soit filmé, soit visible, et puis même pour nous, tu vois, moi j'avais famille parce que c'était important pour moi, mais j'avais aussi un petit papillon qui représente l'île de la Guadeloupe, qui en fait physiquement ressemble à un papillon. Ok. Que t'avais écrit sur ton épée, du coup? J'avais pas écrit, j'avais dessiné, à l'intérieur de la coquille, ouais. Ok. Et puis sur mon masque, sur le côté aussi. Ok. C'est fréquent, ça? De personnaliser son... Ouais, il y en a beaucoup qui le font. Hein. Ouais. Okay. Parfois à l'intérieur des chaussures pour certains, des fois à l'intérieur du masque, à l'extérieur ou sur le gant. Enfin, ouais, ça dépend. Ouais. Mais beaucoup le font au final. C'est hyper intéressant. Ce fait de s'approprier en fait un objet et de le rendre le plus personnel possible pour faire corps un peu avec lui, quoi. Exact. Ouais. Je me rends pas compte d'ailleurs sur une épée ou sur un masque, quelles peuvent être, tu vois, les différences techniques, tu vois, sur un choix de marque ou un choix d'équipement, tu vois, c'est forcément, tu vois, comme j'ai fait du tennis, tu vois, je me dis, ok, entre deux raquettes de tennis, t'as la taille du manche, la taille de la raquette, la forme du cadre, t'as la tension du cordage, t'as plein de choses. Pour une épée, qu'est-ce que tu vas regarder, toi? Ouais, c'est aussi très, très technique. Ça va être la lame, la façon dont elle est faite. En fait, plus la lame est souple, plus elle aura tendance à faire des vagues. C'est-à-dire que d'ici, moi, je peux faire un petit fouetté du poignet de telle sorte que la lame fasse une espèce d'arc, alors qu'en fait, à la base, quand tu regardes la lame, elle est, c'est du fer et c'est raide, c'est dur, quoi. Donc plus elle est souple, plus elle aura tendance à faire des arcs de cercle, et du tout, ça te permet d'être face à ton adversaire et parfois d'arriver à le fouetter dans le dos, sans pour autant passer par derrière. Après, plus elle est à l'opposé, donc dure, elle aura tendance à forcément être plus dure déjà à l'impact, et ensuite d'être aussi de partir un peu moins dans tous les sens. Donc ça dépend aussi de ton jeu, forcément, et donc la précision que tu apportes par rapport à ton jeu. Si t'es plus fouetté, tu vas prendre une lame plus souple, a priori. Et puis ensuite, t'as aussi la poignée. Moi, j'avais une poignée droite, qui est une poignée... t'as des poignées orthopédiques qui sont juste derrière la coquille. Et les poignées droites, t'as l'épée... t'as la prise de l'épée qui est un peu plus loin que de la coquille. Donc, tu gagnes 5 cm. Mais par contre, ça signifie que t'es aussi plus fragile quand les autres prennent le fer, parce qu'ils ont une ascendance, enfin une force physique qui est plus importante que la tienne, forcément, puisqu'ils sont plus en maîtrise de l'épée. Donc tu vois, c'est assez technique, mais ça dépend de chacun et surtout du jeu, en fait, de chacun.
Ok. Et pour le masque, il y a le poids, j'imagine. Est-ce qu'il y a l'espacement du grillage Après, le poids est sensiblement le même. Moi, le premier truc, c'est moi, je prends le grillage. Je prends les masques en grillage parce qu'il existe des masques en plexi, juste au niveau des yeux et tout. Moi, j'ai commencé l'escrime avec le grillage et j'ai pas voulu changer parce que en fait, tu vois, ça change ton jeu aussi de voir l'épée qui te rentre, qui te vient dessus vers les yeux, au niveau des yeux. Vu la vitesse qu'on a, t'es en réaction et j'ai essayé, en fait, ça me convenait pas. Donc, je suis vraiment resté sur le grillage. Vous avez le droit d'attaquer à la tête? Ouais, bien sûr. À l'épée, tu as le droit de toucher de la tête aux pieds. Donc, ouais, effectivement, ouais, je peux comprendre que avoir un grillage, ça rassure, quoi. Il y a un côté psychologique, quoi. T'as pas la sensation de frein, en fait, de repartir en arrière pour te protéger, en fait, ce qui est juste naturel, hein, mais. Et puis le masque, ce qui est important, c'est que tu te sentes dedans. Tu peux en essayer de plusieurs marques. L'important, c'est que tu te sentes dedans parce que tu vas suer dedans et pendant des heures, quoi. Donc autant que tu t'y sentes bien. Ok. Je fais un petit flashback dans notre conversation. On parlait des jeux, on parlait de l'équipe. Tu peux nous raconter cette semaine un peu folle que vous avez vécue en 2004? Ouais. Ah, c'est fou. La compétition, alors, encore une fois, moi, ce que j'ai kiffé, je pense que le premier truc que j'ai kiffé, c'est vraiment rentrer dans la salle, quoi. C'est parce que finalement, c'est 4 ans vraiment orienté là-dessus. Je me suis rappelé qu'à une période, j'avais pas de quoi manger le soir. Je me suis rappelé qu'à 16 ans, personne croyait en mon rêve et qu'on me disait, t'allais pas réussir, ça va. Et je me suis dit, ouais, t'es là et en fait, on va kiffer ensemble. On va vraiment kiffer. Ensuite, il y a eu les journalistes, tout ça, et je me suis dit, ouais, les jeux, il y a des milliards de personnes peut-être qui peuvent te voir en simultané dans le monde, c'est génial. Et ensuite, je me suis rentré dans ma compète. Donc, on était ensemble, on se parlait beaucoup, on se motivait ensemble. Et les jeux, c'est particulier parce qu'il y a vraiment une tension qui est palpable. T'as l'impression que tes adversaires potes, c'est-à-dire des escrimeuses dans d'autres pays, et parfois même les journalistes qui font un peu la guerre entre eux, t'as l'impression que à tout moment, dès que tu dis bonjour à quelqu'un, tu vas te faire défoncer, quoi. Tu sens que la pression elle est là, quoi. Et ça te permet aussi de rentrer dedans parce que tu sens que tout le monde est hyper concentré. Et c'est chouette. C'est chouette parce que ça veut dire qu'on est toutes là pour le même objectif. On est nombreuses et on n'en veut qu'une, quoi. C'est cette médaille-là, quoi. Et ça, c'est canon parce que ça veut dire que le match, quel que soit le match que tu vas faire, il va être hyper intense. Tu peux être la numéro 1 mondiale et tomber sur une nana qu'on n'a jamais vue, qui est jamais sortie. Ça a été le cas pour les épéistes hommes il y a quelques années. Le Norvégien, il fait 2e, on l'a jamais vu, il a éclaté tout le monde. C'est ça, c'est l'effet JO. C'est l'effet, en fait, tout le monde est une cible. Que tu sois numéro 1 ou que tu sois un challenger, tout le monde est une cible. Donc il y a vraiment cette atmosphère qui est vraiment particulière et vraiment kiffant, en fait. Et puis ensuite t'as la compète où tu passes nous on a fini sur la médaille de bronze. On s'est aussi remobilisé après cette défaite d'une touche à la mort subite contre l'Allemagne en demi-finale. Ouais, je voulais t'en parler de ça. Ouais. On s'est remobilisé ensemble. On finit sur cette victoire. Et c'est là que tu lâches, tu dis ça y est, on l'a fait. Enfin moi, quand je mets la dernière touche, les meufs me sautent dessus. On est heureuse parce qu'on a vraiment galéré déjà pour se qualifier. On est heureuse d'avoir mis de côté nos différends ou les choses qui nous convenaient pas pour faire qu'une seule équipe et être performante ce jour-là. Et puis après, franchement, des années orientées vers cet objectif-là, oui, on a fait quelques mois de fête, on va pas se mentir. Mais tu vois, c'était une question que je voulais te poser. Je sais plus combien de temps il se passe entre la demi-finale et la petite finale. Mais je crois qu'on avait 3 heures. Tu vois, en regardant les images, il y a ce match face à l'Allemagne, ça reste
Alors je sais pas en escrime sur votre génération et tout à quel point la rivalité est élevée, mais il y a toujours une rivalité entre la France et l'Allemagne quoi qu'il arrive. Et de manière générale en escrime aussi, en escrime c'est l'Allemagne est quand même une nation tu vois très forte et la France aussi, et donc il y a une rivalité qui est non négligeable. En plus avec les Italiens et les Italiennes aussi. C'est vrai. Tu vois, donc il y a quand même des choses assez marrantes parce que ça on le retrouve un peu entre les sports. Mais il y a cette rivalité qui est dingue, ce match où vous perdez à la mort subite, qui est hyper dur. Bon, tu prends un coup sur la tête parce que si tu gagnes, t'es sûr d'être médaillé. Ouais, c'est ça. Donc tu sais que ta vie, elle change un peu déjà, tu vois. Et là, tu prolonges du coup de 3 heures cette incertitude. D'avoir la récompense de ces 4 années de travail, tu vois. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 heures-là? Honnêtement, le premier truc, c'est qu'on est hyper deg parce que on menait le match. On menait le match sur l'Allemagne. Ça a été un gros coup de massue en fait, cette défaite en demi-finale. Mais voilà, on gagne ensemble, on perd ensemble. Individuellement, je pense qu'on a évacué aussi chacune dans son coin. Moi, j'ai eu besoin de crier, d'évacuer. Je sais que Maureen a fait pareil. Et vraiment, Laura et Oni, je suis persuadé qu'elles ont fait pareil. Mais après, on est revenus ensemble. Notre entraîneur nous a réunis ensemble. Voilà, il nous reste encore un match, les filles. Faut qu'on fasse de notre mieux, etc., etc. Donc on avait 3 heures, peut-être 4, je sais plus, mais on avait un certain nombre d'heures. C'est court, ouais, tu vois. Ouais, on est aussi sorti du gymnase. Je crois qu'on a été dans un appartement qu'on avait pas si loin de ça de la venue du stade olympique. Et puis ça nous a permis de sortir aussi, de ne plus rester dans la partie compète, de penser à autre chose, de passer un moment agréable ensemble. On est toutes des grosses bouffes, on s'est fait plaisir à manger un truc sympa, un truc bon. En fait, ça a été bien de passer un moment quali, humain, après ça. Ça nous a permis de nous reconnecter. Vous avez refresh, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est aussi fort parce que finalement, qu'on ait des différends ou pas, on était capable de faire ça de manière juste naturelle, en fait. Et ça, c'est vraiment, avec le recul, là, juste en parlant, là, je trouve ça hyper fort. Et ensuite, voilà, on est reparti un peu plus tôt. On avait un objectif, on s'est remis dans la compétition ensemble. L'objectif est clair, cartonner les Canadiennes qui avaient sorti de grosses équipes toute la journée. Encore une fois, c'est les Jeux, les faits JO, elles ont cartonné sur des grosses nations. Et puis on se remet petit à petit en jambes, on commence à courir, on se parle, on se fait des blagues aussi pour détendre le truc. Et puis quand on monte en énergie, quand on monte en force, quand on essaie de se rapprocher chacune individuellement de la zone, donc vraiment de le moment où on est, je sais pas comment décrire la zone, mais où on a une force tellement intérieure qui est tellement forte qu'on est capable de tout faire. Quand on se rapproche un peu plus de ce moment-là, en fait, on est ensemble. On partage ensemble, on se met ensemble, on se tient ensemble, on se dit voilà, c'est passé, là on est sur le futur, le match va bientôt arriver, on gueule ensemble, on se prépare ensemble et finalement on fait tout ensemble. Et je pense que c'est aussi ça. On n'a pas été 4 satellites qui après se sont mises ensemble, sont venus au même endroit et ont pris chacune leur épée et sont montés individuellement, tu vois, à tour de rôle sur la piste. Non, là sur chaque piste, on se soutenait, sur chaque touche, pardon, on se soutenait. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, on se le disait aussi directement. Et c'était beaucoup plus percutant, quoi. On a eu beaucoup de mal à démarrer parce que les Canadiennes nous ont vachement surprises sur. Elles ont tiré différemment. Elles ont tiré en fonction de nos jeux, en fait. Et on a été très surprises là-dessus. Donc le score était très serré au début. Et puis finalement, il y a eu un petit déclic qui s'est fait, mais qui s'est fait individuellement. En fait, collectivement, à chaque sortie de match, on se parlait. Toutes les 4 et l'autre, la future française, montait sur la piste après avoir fait un mini débrief chacune. Et ça aussi, c'était une force pour avancer et faire front ensemble. Ouais, vous partagez quand même beaucoup sur les tactiques, sur les retours, ce que vous observez les unes des autres. J'imagine qu'il se passe tellement de choses en fait entre
ton adversaire, les autres, tu vois ce qu'elle fait. En fait, il y a tellement d'informations. Parce que vous jouez toutes les unes contre les autres, en fait. Ouais. Donc, tu vois, il y a tellement d'informations. Tiens, comment, entre la joueuse numéro 3 de l'équipe de France et la joueuse numéro 2 de l'équipe Canada, tiens, j'ai souvenu ça. Et puis là, c'est, toi, tu vas jouer contre elle. Donc, c'est ça. En fait, tu te rappelles le truc, mais quand tu es sur la piste, elle a changé son jeu. Tu ressors et tu dis, en fait, elle a amélioré son truc. Elle a fait telle chose. Ça, elle faisait pas ça avant. Ouais, on l'a pas vu. Fais attention à ça. Là, elle va essayer de te la mettre à l'envers de telle manière, quoi. Et en fait, c'est un gain de temps, quoi. Ouais. Moi, c'est un truc que j'adore dans les sports individuels mais collectifs, c'est l'importance des partenaires, tu vois, dans l'observation, dans ce qui se passe et tout. Ça doit être hyper intéressant. C'est difficile à expliquer là à l'oral, tu vois, je trouve, mais à vivre, ça devait être passionnant. Ça a été un moment déclic pour votre équipe, tu penses? Ah ouais, carrément. Après, avec le palmarès que vous avez eu et toutes les médailles que vous avez glanées. En fait, au jeu, on n'était pas vraiment attendu. On était une nation forte, mais on était la dernière nation qualifiée, tu vois. Donc, on n'était pas vraiment attendu. En fait, oui, ça a été un déclic. L'année d'après, même si on a fait des mois de fête, parce que vraiment, quand on est rentré à Paris, tous les soirs, on était ensemble, quoi. Et on gagne les mondes après. En fait, après, on enchaîne. Ça nous a donné. Alors bien sûr, on en avait une cible dans le dos. Hein, c'est clair que d'autres nations maintenant savaient qu'il fallait vraiment compter sur nous et que l'équipe de France vraiment était de retour et qu'il fallait nous dégommer, quoi, concrètement. Mais du coup, nous, ça nous a, sans parler de légitimité, mais ça nous a rendu plus fortes, plus sereines. Donc c'est vrai que la première compète, t'arrives et tu vois que les gens te regardent et tu dis. Ah oui, d'accord. Ok, donc c'est pour nous. Il va falloir être prête parce que dès le premier match, on va nous rentrer dedans. Et c'est vrai, ça c'est tout le temps vérifié. Mais on se connaissait mieux. On savait ce qu'on était capable de faire ensemble. On avait vécu une aventure qui est tellement grande, tellement forte, humainement, que moi j'ai l'impression que plus rien ne pouvait nous arriver. Donc tout en restant vigilante et en travaillant parce que, encore une fois, il y a que 3 places sur le podium. Donc voilà. Mais oui, ça a été un déclic. Ça nous a vraiment permis d'être plus confiante. Et qui dit plus confiante, dit aussi une meilleure estime de soi individuellement, qui te permet de pas avoir ce côté je suis qui en fait pour me permettre de vouloir atteindre tel niveau, tu vois. Ok. C'est une vraie légitimité en fait. Ok. Ouais. De vous percevoir vous-même comme les championnes. Ouais. Okay. Ouais, et puis tu le vois tu le vois dans le regard et le comportement de tes adversaires quand tu arrives en compète. Là, les gens ont peur. Il y en a qui ont peur et d'autres qui se disent ah ouais, elle, ok. Maintenant, en fait, c'est marrant parce que t'es vraiment au milieu. T'as celles qui ont peur de toi maintenant. Et puis t'as celles qui disent ouais, je suis challenger. Elles font partie du top 3. Je vais essayer de les dégommer. Ok. Laquelle de ces situations était plus facile à gérer pour toi entre Sarah, plus jeune, outsider, qui a beaucoup à apprendre, tu vois, et une équipe qui a tout approuvé, qui marche, qui apprend à se connaître, et l'inverse, ok, Sarah, médaille olympique, mais tout le monde l'attend. Cette équipe, c'est des tueuses à gages. Sur quelle partie t'as pris le plus de plaisir et sur laquelle c'était le plus facile pour toi, en fait? J'ai pris le plus de plaisir, je dirais, mon chemin de gamine qui veut être médaille olympique et qui fait son chemin toute seule parce que on croit pas forcément en elle. Donc du coup, ouais, j'ai pris plus de plaisir parce que j'étais totalement honneur. Enfin, c'était totalement mon projet. Je faisais mes trucs toute seule. Je m'inspirais de médailles olympiques, de NBA, etc. Je regardais ce qui se faisait à l'extérieur. Donc, je faisais vraiment mon truc toute seule. Je pense que c'est vraiment ça que j'ai le plus kiffé. D'autant plus qu'au final, j'avais raison. Tu vois, quand à 18 ans, je pars pour l'équipe de France, je me dis, ouais, ça va être fort, on va encore monter d'un cran, et finalement, c'est pas trop le cas. Quand je challenge mon entraîneur en disant, ce serait peut-être bien que toi aussi, tu vois, nous, on se remet en question, ce serait peut-être bien que tu le fasses, et qu'il me dit, soit tu restes, soit tu te casses, et en fait, je me casse. Au final, les 2 filles qui se sont cassées, Maureen Nizima et moi,
de l'internat, on est les 2 seuls médaillés du Krebs, finalement. Médaille olympique et mondiale senior. Parce que les autres, finalement, ça n'a pas fonctionné pour elles. Donc, en fait, ça valide, finalement, tous ces obstacles valident, en fait, la médaille, en fait, en tout cas, valide le parcours et le projet. Donc, je dirais ça, pour le parcours le plus kiffant. Après, le plus facile, vraiment, je sais pas. En tout cas, ça a été, je vais à l'opposé, mais ça a été hyper dur l'après-JO. Ça a été hyper dur parce que je parle pas de la fête, je parle du retour à la compète, parce qu'en fait, t'as atteint le sommet. Moi, pendant 8 ans, finalement, je me suis investi, j'ai eu envie de ça, pardon. Pendant 4 ans, je me suis investi pour le réaliser. Et là, j'avais atteint l'objectif. Qu'est-ce qui pouvait être aussi fort que les JO? Tu vois, comment revenir? J'avais même plus envie de m'entraîner, en fait. Tu vois? La fête, c'était bien, mais comment tu reviens à l'entraînement? Comment tu reviens à te faire mal tous les jours? Mal dans le sens positif, parce que ça fait aussi partie du jeu. Et puis ce côté douleur ou souffrance, il est quand même un peu maîtrisé, et puis il te fait du bien, en fait. Et comment tu arrives à te reconcentrer, te remettre dedans? Et ça a été hyper dur. Ça a été hyper dur, et puis finalement, derrière, ça a mis du temps. Finalement, on revient dedans. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'y remettre, et finalement, on fait championne du monde dans l'année d'après les Jeux, quoi. Mais ouais, je pense que cette période-là, ça a été vraiment la période la plus dure, parce que toi, t'as du mal à revenir dedans, mais comme l'équipe de France, parce que même si on est 4, même si l'équipe de France a été médaillée à ces Jeux-là, derrière, c'est que toi, entre août et novembre, tu fais la fête, mais les meufs du groupe France, elles sont là depuis le mois d'août à s'entraîner en se disant, ah ouais, les 4 plus fortes de notre groupe ont ramené une médaille olympique pour l'équipe de France. En fait, moi, je vais aller chercher ma place. Donc, tu deviens une cible au sein de l'équipe de France. Un peu, ouais. Tu deviens une cible avec les étrangères. Et toi, à côté de ça, en plus, t'arrives pas à retrouver tes repères. Ça a été hyper violent. Franchement, ça a été hyper violent. Ouais, je peux l'entendre. Mais on s'en sort hyper bien. Je peux l'entendre. Et effectivement, j'avais pas mis des mots, et tu le dis très bien, effectivement, le fait que toutes les filles qui sont pas parties, elles se disent, si j'ai ma place, je suis avec ça serait une place dans une des meilleures équipes du monde, donc j'optimise mes chances. Ça les booste, honnêtement. Ouais, ça te booste, ouais, bien sûr. Et ça te donne envie de faire partie de la prochaine aventure, quoi. Exact. Ça, c'est clair. Ok. Et toi, il y a eu un déclic dans ta personnalité, un changement de prise de confiance en toi, tiens, ok, maintenant j'ai un statut social, tu vois, j'aime pas trop le status game, mais dans le sport, c'est quand même un peu important. Le sport, je trouve, souffre beaucoup du status game, tu vois, il y a cette hiérarchie de la posture, de qui tu es et tout. Toi, ça t'a fait changer, ça t'a fait grandir? Moi, ça m'a fait le statut en soi. Effectivement, moi, je suis pas trop fan de ça. Ça m'a fait peur. Moi, j'étais à l'aise, il y avait pas de problème, j'étais bien. En fait, je me dis c'est cool. Mais en fait, le regard et le comportement des autres m'a changé parce qu'il m'a fait peur. En fait, ils m'ont donné une importance que même moi, je me donnais pas, tu vois. Et quand tu vois que les meufs ont peur de toi, ou en fait, ouais, leur comportement m'a dérangé et m'a amené à avoir peur, en fait. Là, j'ai commencé un peu à douter. Et puis après, je me suis rappelé que, en fait, non, j'avais travaillé fort pour être là, que j'avais enfin atteint mon rêve et validé, en fait, ce rêve-là. Et en fait, ça m'a encore plus, effectivement, donné confiance en moi, parce que, en fait, ça validait, en fait. Ça validait tout ce que j'avais fait. Ça me disait que, en fait, t'avais raison de faire telle chose, t'avais raison de t'entraîner toute seule dans ton coin. Et je me suis rendu compte aussi que Laura le faisait aussi, que Maureen le faisait. Enfin, tu vois, il n'y avait pas que Kobe Bryant. En fait, d'autres le faisaient. Et en plus, mes coéquipières, avec qui j'étais médaillée, l'ont fait. Sauf qu'on se l'est jamais dit, tu vois. C'est drôle. Et ça m'a donné envie de travailler plus pour une fois que je suis revenu
que j'ai à nouveau été motivé avec l'envie d'un autre grand projet, ça m'a donné envie de travailler plus, quoi, pour être encore plus performante. C'est pas tant le statut. Moi, c'est vraiment la confiance. Voilà. Ça m'a donné beaucoup plus de confiance et encore beaucoup plus de confiance dans ma préparation. Parce que finalement, la compète, c'est juste une répétition de tes entraînements, en fait. Bien sûr. Tu passes ton temps à aller un peu plus loin que ce que tu es capable de faire à l'entraînement, quitte à parfois sortir en vomissant, honnêtement, quitte à pas être forcément très bien, que ça soit à la musculation, au cardio, à l'escrime. Et le jour de la compète, en fait, tout ça, c'est pour te rendre la compétition plus facile. Faut juste en avoir conscience. Il faut pas juste s'entraîner à, tu vois, si moi, je suis capable de faire de l'escrime et de toucher là, tu vois, ma force c'est d'aller d'un point A à un point B, tu vois, mon amplitude. À l'entraînement, l'idée c'est de s'entraîner d'un point A à un point C, parce que le point C, il est après le point B. Donc du coup, quand tu arrives en compétition, le point B, tu vas forcément l'atteindre, parce que tu as toujours été un peu plus loin que ce que tu es capable d'emmagasiner, quoi. Et en plus, ça, tu l'as répété plusieurs fois. Donc, ton corps, physiquement, la mémoire de ton corps en a conscience, et ton cerveau a enregistré, en plus, tout ça. Et ça, toutes les hormones, et puis cette confiance que tu emmagasines, franchement, c'est juste kiffant, en fait. C'est vraiment le chemin qui a... La médaille, c'est génial, hein, mais c'est vraiment le chemin qui est ouf, en fait. Dans toute cette aventure, c'est ça qui est plus intéressant au final. Ouais. Tu peux nous rappeler ton palmarès, du coup, en équipe? Médaille olympique aux Jeux d'Athènes, double championne du monde un peu dans la foulée, 2005-2008. Et puis quelques médailles mondiales et argent et bronze beaucoup plus tôt. Après, aussi vainqueur de la Champions League quelques fois. Comment est-ce que tout ça s'arrête? Waouh. On était bien là. Ça s'arrête un peu difficilement au début, en 2 étapes. La qualification pour les Jeux Olympiques de Londres, on l'a pas. On n'arrive pas à l'avoir. La dernière compète se passe chez nous, à Paris. Donc on fait venir nos familles, nos amis. Et finalement, on perd. En plus, là, le dernier match, on perd d'une touche. Truc horrible. Donc on se qualifie pas pour les Jeux de Londres. Et on est aussi les vieilles, quoi. Donc on commence à nous mettre vraiment de côté pour faire monter la jeune génération, ce qui est aussi normal. Même si moi, de mon temps, en fait, il a fallu que je gagne ma place pour être en équipe. Mais voilà, c'est une stratégie qui a été choisie, en tout cas. Donc du coup, là, c'est aussi se mettre de côté, faire une petite pause, essayer de revenir pour les Jeux de Rio. Pour ça, il fallait que 2 ans plus tôt que je gagne les championnats de France et ensuite que je revienne en Coupe du Monde et tout. Donc je gagne les championnats de France, génial. Et puis en plus avec la manière, donc ça voulait vraiment, c'était important pour moi de donner vraiment le message en disant je reviens. Et par contre j'ai eu un gros accident de voiture, un gars qui regarde son téléphone en conduisant et je prends toute la vitesse dans la tronche. Donc au total j'ai fait 6 ans, un peu moins de 7 ans de kiné, mais c'est surtout que pendant les 2 années qui ont suivi, j'étais sous morphine, j'ai été arrêté pendant plusieurs mois. Et après, j'ai été suivi par une équipe américaine qui a un casque de réalité virtuelle, enfin qui travaille dans les neurosciences, quoi, qui m'a permis en fait d'essayer de récupérer le plus vite possible et correctement au niveau de mon cerveau, parce qu'en fait j'avais pris une grosse charge au niveau du cerveau sur cet accident de voiture. T'as fait une espèce de commotion cérébrale? Ouais, j'en ai fait une. Aujourd'hui encore, dès que je fais quelque chose un peu dangereux, je porte un casque parce que dès que je prends un coup, en fait, moi enfin j'ai beaucoup d'effets négatifs pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et pourtant c'était déjà en 2015, en 2024, donc c'était, comme on dit, mon neurologue, parce que j'ai aussi mis un peu de temps à le comprendre. J'ai beaucoup de chance d'être là, donc voilà, je profite aussi de la vie, quoi. Mais quand j'ai finalement été hors de danger, les médecins m'ont permis de reprendre la compétition. Je morflais, franchement, j'avais hyper mal, mais voilà, il y avait les Jeux de Rio de 2016 et j'avais quand même envie d'essayer de finir ma carrière, d'essayer de les faire. Sauf que j'ai jamais retrouvé déjà mon niveau de base. Donc les JO, où là t'es vraiment obligé quasi tout le temps d'être au-dessus de ton niveau de base. Donc ça a pas fonctionné, quoi. Donc je finis ma carrière un peu là-dessus. Au début, je le vis hyper mal. Et un jour où je gueule un peu trop, mon médecin m'a dit
qu'il fallait que je réalise que j'avais beaucoup de chance d'être là. Et en fait, moi, je suis revenu direct, ça m'a bien ancré sur Terre à ce moment-là. Et là, j'ai compris que ça allait, en fait. Ça allait vraiment. Quelques semaines après, j'ai pris un peu de recul et j'ai revu le chemin, tu vois. De mes 5 ans à la danse, en y allant en cachette sans que ma mère le sache, à est-ce que je fais le basket où je suis plus forte qu'en escrime, ou est-ce que je choisis l'escrime? Finalement, je choisis l'escrime. Enfin, je me suis refait tout le chemin. Plus les 16 ans, je veux être médaille olympique. 18 ans, je pars au Krebs, je morfle, mais je m'accroche. 20 ans, je pars et il faut que je me débrouille pour revenir en équipe. Et puis cette médaille olympique, et je me dis, en fait, j'ai eu un parcours qui est quand même hyper cool, mais en fait, j'ai eu ce que je voulais, mais parce que aussi, j'avais beaucoup travaillé, quoi. Et je suis contente. En fait, ça va. Ça m'a vachement apaisé. Ok. Là, je vois la Sarah rayonnante, tu vois, qui a bien géré son après-carrière. On se voit dans un super contexte aussi. J'imagine que ça a dû être dur. Mais ce que j'ai compris, tu vois, avec 300 interviews d'athlètes, tu vois, ce que j'ai vraiment intellectualisé, c'est que la fin de la carrière, elle est d'autant plus dure et d'autant plus violente quand elle n'est pas choisie. Ah, carrément. En fait... Ouais, vas-y, fini, pardon. Non, mais tu vois, du coup, là, t'en parles avec beaucoup d'aisance et de facilité, mais... Aujourd'hui, t'as essayé de revenir, tu t'es accroché, donc j'imagine que il y avait une partie de toi qui déniait un peu, ou qui était un peu dans le déni par rapport à cette décision. Ouais. J'ai du mal à trouver ma question, mais si tu veux, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Déjà, le déni, je suis contente que tu mettes le mot dessus. Moi, il m'a fallu quand même bien 2 ans pour me rendre compte que j'étais dans ce déni. De me dire, ça va, j'ai été médaille olympique, je vais y arriver, je me suis toujours battu, j'ai toujours travaillé fort et que ça va le faire. Mais en fait, je pense que quelque part, j'étais aussi sur ma fin de carrière. C'est vrai que je me projetais sur l'après, parce que j'avais prévu de m'arrêter peut-être 2 ans encore après, mais finalement, ça s'est arrêté comme ça. Peut-être que je me suis projeté un peu trop tôt, j'en sais rien, mais je pense que, il y avait une question de déni et ça, je m'en étais pas rendu compte, vraiment, honnêtement. Après la fin de carrière, là, ma première réponse était assez macro, mais c'était hyper violent. Oui, c'était violent. Quand tu fais le choix de te dire que les Jeux sont en 2016 et que tu vas t'arrêter en 2017 ou 2018, en fait, t'es patronne de ton projet. Tu sais que tu vas t'arrêter à telle date, que tu vas tenter de faire les championnats du monde, d'être médaillé l'année d'après les Jeux. Tu sais que tu vas faire telle chose et travailler de telle manière. En fait, c'est toi qui décides. Mais c'est vrai que quand c'est quelque chose que tu subis, déjà le terme, tu subis, quoi. En fait, tu fais de ton mieux et c'est d'autant plus violent parce que t'as presque pas le mot, t'as pas le choix, en fait, t'as rien à dire, quoi. Et du coup, je trouve que ça t'écrase. Moi, la fin de carrière, hormis l'accident, hein, ça a été... J'en voulais en plus à ce mec. Je lui en voulais vachement. Après l'accident, on s'est parlé 3 minutes. Il me dit, je suis désolé, je suis témoin d'un mariage, je suis hyper en retard, je regardais mon téléphone. Et avec du recul, à un moment donné, je me suis dit, ce gars-là, il m'a bousillé ma fin de carrière. Peut-être même le fait de bosser derrière un ordinateur, parce que tu vois, j'ai encore des séquelles 9 ans après. C'était hyper dur, c'était hyper violent. Et puis j'avais, comme beaucoup d'athlètes, t'as envie de finir sur une médaille au sommet, même si on n'est toujours que 3 sur le podium. Mais on imagine tous toujours qu'on veut finir et qu'on va le faire, mais ça se passe pas toujours comme ça. C'est très rare. C'est très 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 rare. Et ouais, psychologiquement, ça a été hyper violent. J'étais dans une, hormis la question de déni un petit peu plus tôt, j'étais dans une réaction. C'était angoissant et très agressif, en fait, tu vois. Donc là, aujourd'hui, j'en parle avec plus de calme, parce que ça fait déjà... Rio, c'était 2016. C'est quand même 8 ans plus tard. Mais
Mais oui, et puis j'ai morflé. Et en plus, moi, je voulais travailler dans la data assez rapidement. Donc, c'est aussi à cette même période que je commence à transiter vers la data. Aujourd'hui, ça va, je travaille toujours dans la tech et ça me plaît. Mais ouais, et puis après, voilà, j'arrête ma carrière. Les Jeux sont en juin 2016. Mon accident 2 ans plus tôt. J'arrête ma carrière finalement au mois de mai, avril-mai. Bon, je comprends bien que ça va vraiment pas se faire. Je perds mon père au mois de novembre, quelques mois après, alors que j'entamais le deuil entre guillemets de ma fin de carrière non voulue. Et là, je découvre vraiment ce que c'est le vrai deuil de perdre un parent. Ça a été horrible. Et en fait, ouais, pendant 2 ans, j'ai quasi fait que bosser parce que pour moi, c'était une façon de fuir tout ça. Et de peu dormir. Alors déjà que je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup, mais là je tournais à 3-4 heures quoi. Donc psychologiquement ça a été hyper dur. Il a vraiment fallu que je me reconstruise petit à petit. Et aujourd'hui avec beaucoup de recul, je suis hyper contente d'être sortie de ça et de pouvoir le partager aussi avec d'autres athlètes, même en amont de leur faire une carrière. Il y a eu un déclic ou des outils. Qu'est-ce que tu recommanderais justement à un athlète? Je te vois avec ton carnet, on en reparlera juste après, mais il y a eu un déclic ou un outil ou quelque chose qui t'a fait du bien et qui t'a permis vraiment de passer ce cap de cette fameuse petite mort et d'y mettre fin et vraiment de tourner la page? L'écriture. Justement, parce que là, tu me parles de carnet, mais j'ai recommencé quand j'étais plus en colère, parce que je pense qu'il y avait ça, en fait, que la violence, elle était là aussi. C'était beaucoup de colère. J'étais en colère contre ce mec. J'étais ensuite en colère d'avoir perdu mon père, alors que ça fait partie de la vie. J'avais beaucoup de colère. Et au bout d'un moment, j'ai pu reprendre et coucher ces émotions, ces sensations sur papier. Ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que finalement c'est aussi un moyen d'évacuer en fait, d'évacuer, tu vois, de te cleaner aussi intérieurement pour revenir à quelque chose de. Encore une fois, moi j'aime pas tous ces trucs de méchanceté, tous ces trucs négatifs. Donc la colère c'est aussi quelque chose de négatif. Donc je voulais quand même aussi revenir à qui je suis et puis parler, échanger avec d'autres athlètes. En plus, c'était compliqué parce que j'étais aussi à une période où quelques athlètes olympiens au judo, à l'escrime, taekwondo, enfin lutte, beaucoup de poteaux qui s'arrêtaient et on était tous dans une phase pas très positive, quand même nombreux. Et comme je disais tout à l'heure, si tu mets beaucoup de cerveaux négatifs dans une même pièce, on va tous penser négativement, quoi. C'est aussi comme ça que c'est foutu quand même. Dans le sport, c'est d'autant plus vrai, je trouve. Parce que c'est direct. Ouais, et puis il y a beaucoup d'émotions, tu partages des trucs super forts, donc dès que les émotions positives, elles sont très hautes, toute l'équipe rayonne et tout va bien, et puis dès que, au contraire, la machine, elle s'enraye, c'est tout le monde ça s'enraye très fort. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc ouais, l'écriture, le partage avec les autres, et puis ça a rien à voir, mais en fait le fait aussi à un moment donné quand ça a été mieux et de me projeter sur l'après, encore une fois je voulais bosser dans la tech. Moi j'ai appris avec mon école qui est préférée, qui est YouTube, la data. J'ai commencé à gratter comme ça avec YouTube, et ensuite en rencontrant des gens via LinkedIn, parce que les gens adorent parler de leur taf et c'est vrai en plus, et c'est pratique et facile du coup. Et ça m'a aussi permis, en fait, comme j'ai toujours kiffé la tech, parce que j'ai toujours imaginé qu'on pouvait s'en servir pour faire plein de choses dans le monde, réduire le taux de chômage, aider des personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Bon, après, il faut que les entreprises aussi aient envie aussi de s'investir sur ces sujets-là. Mais j'ai toujours cru en ça, et j'y crois encore. Et du coup, ça m'a aussi permis d'aller prendre de l'oxygène ailleurs, en fait. Ok. Comment est-ce que tu te retrouves chez Decathlon, du coup? Je suis... Attends, je bois un coup, excuse-moi. Ouais, vas-y. On a le droit de faire des petites pauses. En fait, je suis consultante pour Decathlon. Je bosse chez Weevoo, qui est un cabinet de product management dans Paris.
Comment je me retrouve chez Decathlon? Ah oui, j'ai vu le sac d'ailleurs. Un petit peu avant ma fin de carrière, justement, j'ai signé chez chez Openfield, qui est une startup spécialisée dans la data, sur des sujets qui me plaisaient à fond, en plus, pour le PSG, les 24 heures du Mans, Accor Hotel, Arena, enfin, c'était des beaux clients, quoi, vraiment hyper cool. Et après ces 6 ans-là, il y a eu je me suis formé au product management et du coup product management plus les 6 années de data, je suis rentré en tant que data product manager chez Decathlon sur leur programme de fidélité. Et aujourd'hui, je bosse sur les objets connectés pour Decathlon et vraiment je kiffe, les sujets sont ouf, que ça soit un vélo, le rendre connectable, c'est-à-dire mettre un composant dedans, récupérer cette data, créer une application qui va avec et se rendre compte que le vélo, il est en train d'être déplacé, il se déplace pas normalement, donc ça veut dire que peut-être que la personne n'est pas en train de rouler, mais peut-être en train d'être volé. Du coup, ça veut dire appeler automatiquement la police, avoir un taux de 90% de vélos retrouvés qui ont été volés, c'est-à-dire, je sais pas, mettre un composant dans un casque de vélo, se rendre compte qu'il y a une chute et que la personne se relève pas, donc appeler automatiquement les secours. Ça peut être tous les use cases possibles et c'est hyper cool, quoi. Vraiment, ça, c'est une boîte qui me plaît bien en tant que consultante. Je suis bien externe de chez Decathlon, mais bonne équipe et on kiffe bien. Ok, et écoute, je te souhaite vraiment de te régaler, ça a l'air très chouette. Je me régale. On voit les sujets que je te vois bosser le matin. On a encore 10 minutes là, le super studio de Club Med, et après on va libérer Chris qui fait du super boulot et pour qu'il laisse sa petite pause. Mais il y avait une question vraiment que je voulais te poser. Je t'en ai parlé en préparation. J'ai jamais osé la poser auparavant. Déjà parce que je suis un mec hétéro, blanc et un peu privilégié, tu vois, et aussi très optimiste, tu vois, sur un peu ce qui peut se passer. Ouais, mais des fois, tu vois, faut aussi savoir un peu se déconstruire. Et se déconstruire, c'est aussi regarder ce que les autres vivent, tu vois. Et donc mettre un peu de côté son optimisme. Ouais, je comprends. Tu vois, il y a un côté on parlait de déni, mais dans l'optimisme, il y a pas mal de déni aussi, tu vois. C'est vrai. J'ai jamais parlé effectivement, on a effleuré le sujet tout à l'heure, tu l'as évoqué. Je voulais le creuser un tout petit peu plus et mieux le comprendre, tu vois. Le sujet de l'homosexualité dans le sport. Je vois tout de suite, quand t'as dit oui, le regard des autres sur moi a changé quand ça s'est su. Ouais. Je le vois tout de suite parce que je me souviens en rugby, il y a un mec qui avait fait son coming out et les regards changeaient un peu sur lui, tu vois, au vestiaire et tout. Dans un sport que j'appellerais un sport de combat comme l'escrime, quand même. Un sport où effectivement il y a une certaine image d'élite, un peu bourgeoise, en tout cas traditionnelle. Non, mais c'est vrai. On peut avoir plein de connotations, plein de, tu vois, de faire des associations cognitives qui sont probablement biaisées, tu vois. La première question, peut-être pour commencer, lancer un tout petit peu le sujet, c'est j'imagine que t'es pas la seule femme non. Dans ce cas-là. Non, pas du tout. Oui, en plus, vas-y, excuse-moi. Non, j'étais pas la seule, et par contre, j'ai été la première, en tout cas, à le vivre pleinement. Au début, ça a été difficile parce que déjà, je savais pas que j'étais homo. Et puis je viens de la Guadeloupe. À l'époque, c'était hyper dangereux quand même d'être homo. Et du coup, en arrivant à l'internat, j'ai pris une claque parce que j'étais un peu déstabilisé. Je savais pas trop ce que c'était, ce que je comprenais pas trop. Et pourtant, cette nana-là m'attirait vraiment. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai vraiment vécu. En fait, ce qui est important pour moi, c'est d'essayer d'être au maximum soi-même. Parce que quand c'est de la plénitude, quoi. C'est de la zénitude aussi que ça amène. Donc, j'ai commencé vraiment à assumer qui j'étais, alors que aujourd'hui, avec du recul, j'avais pas de raison d'assumer quoi que ce soit. Et tout comme j'ai dû faire, entre guillemets, un coming out comme beaucoup de personnes, alors que j'ai aucun ami hétéro qui a dû faire le sien, ce qui est juste pas normal. Et en fait...
il y a eu des meufs homo escrimeuses, et en l'occurrence épéistes avant moi. J'en connais encore un paquet. Et en fait, j'étais la première à tenir la main de ma meuf en compète, à l'embrasser, à vivre normalement en fait, et puis à parler de choses de la vie dans le couple, etc. quoi. Et ça a été hyper dur. Ça a été hyper dur parce que en fait, ça dérangeait beaucoup, surtout encore une fois l'escrime, tenue blanche, sport élitiste, etc. Mais j'avais besoin de ça en fait. J'avais besoin d'être moi et pas de me cacher. Ok. Il y en a plusieurs qui ont suivi après? Quelques-unes, mais pas tant que ça. Et par contre, aucun mec. C'est bizarre. Peut-être qu'il n'y a pas d'homosexuels dans l'escrime. Bon. Il n'y a pas d'homosexuels dans le foot, ni dans le basket, ni dans le judo. Exactement. Si on regarde mathématiquement, on n'en voit aucun. Tu vois, en fait, je suis une exception pour l'idée, par exemple. D'ailleurs, ce qui est bizarre quand même, je sais pas, j'ai pas de chiffres. Tu vois, j'ai que ma sensibilité personnelle et mes rencontres dans le sport. Mais je vois quand même que dans les sports d'équipe féminins, tu vois, il y a quand même une représentation de femmes homosexuelles plus importante que dans d'autres milieux, tu vois, d'autres cercles. Mais alors dans le foot, c'est l'inverse, tu vois. Il y a, enfin dans le sport masculin, j'ai dit foot, pardon, c'est tous les sports confondus. Il y a le phénomène inverse. Il y a l'homosexualité est beaucoup moins représentée. Donc c'est fou comment on a ces représentations sociales, tu vois. Mais le sport, encore une fois, c'est une partie, ça fait partie de la vie. Donc, on est dans un monde où des politiques, il y en a très peu qui disent qu'ils sont homo, alors qu'il y en a quand même un paquet, parce que quand même les politiques, on a beaucoup on croise beaucoup de politiques quand même dans nos vies d'athlètes. Voilà, j'en dis pas plus. Il y a beaucoup de personnes qui se cachent. Il y a des présidents, des directeurs de grosses boîtes qui ont leur entre guillemets double vie, mais finalement le sport, c'est juste une partie de cette société-là. Donc, si l'homme est censé être viril dans la société et que par virilité, on entend justement ne pas être homo, et à l'extrême même dire ne pas être une tapette, ça, on entend encore un peu ces mots-là encore aujourd'hui, même si on est en 2024, ça veut forcément dire que si dans cette société, ça se passe comme ça, dans le sport, ça va aussi se passer comme ça. Et c'est encore plus fort parce que dans le sport, ton outil de travail, c'est ton corps. Et que comme il y a aussi on crée une communauté, mais on crée aussi une équipe. Et pour créer une équipe, pour moi, pour créer une équipe, il faut une culture d'équipe. Et la culture d'équipe, ça passe par aller manger, boire des coups ensemble après l'entraînement. Et il y a forcément des moments où on va se retrouver à poil tous ensemble dans le même vestiaire. Et comme il y a cet ascendant et cette pression en fait de la société, qui est bien présente, en fait, elle se répercute dans le sport, quoi. C'est aussi pour ça que les hommes ont moins tendance à dire, je suis homo, et puis, and so what, en fait. Ça va pas le rendre moins performant, le mec. Il sera pas, quand ses collègues le sauront dans le vestiaire, il va pas forcément mettre vos petites fesses, quoi. Arrêtez. Peut-être qu'il le fera, mais peut-être qu'il le fera pas, on sait pas. Et puis, franchement, ça va, quoi. C'est pas grave, on est en 2024, laissez les gens vivre comme ils le souhaitent, quoi. Ouais, bien sûr. Non, enfin, tu vois, je trouve pour les mecs, ça nous met face à notre propre miroir, ou de se dire, des fois, je suis regardé de la façon avec laquelle moi je pourrais regarder une femme, tu vois, en tant qu'hétéro, et ça, c'est un travail dur à faire. Par contre, de se regarder dans son propre miroir. Par contre, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que tout comme je disais tout à l'heure, en tant qu'olympienne, t'as une responsabilité. Moi, à 16 ans, j'ai vu quelqu'un qui vient d'un milieu modeste, dans un sport élitiste, devenir championne olympique, et je me suis dit, je vais faire pareil, parce que elle m'a montré que je suis capable de le faire. En fait, en se cachant, on rappelle encore que c'est un truc, entre guillemets, dégueulasse pour certains, que c'est tu vois, je bosse tous les jours avec quelqu'un qui, je sais, qui a eu ces propos-là, j'étais pas là dans la pièce, mais qui m'ont été rapportés, et je sais qu'ils pensent que les homos doivent être enfermés. Ces gens-là doivent pas exister, en fait. Si on passe notre temps à nous cacher, ça sous-entend qu'on accepte aussi encore toutes ces notions négatives sur qui on est, tu vois. Et puis derrière,
on a une responsabilité envers des jeunes, quoi. Un jeune a envie de voir un rugbyman, un basketteur, un footballeur assumer qui il est et se dire ah ouais, en fait, je suis pas si différent et ouais, je peux être un très bon en équipe de France et faire mon sport et prendre des douches avec mes collègues et boire des coups avec mes collègues, prendre mes collègues dans mes bras et que ça se passera bien, en fait. Ouais, donc je peux continuer mon sport parce que si beaucoup arrêtent pour ce genre de pour ce genre de choses, quoi. Tu penses qu'il y a beaucoup de... Ah ouais, si, il y en a. Pour le coup, je vais dans des collèges et des lycées, et ouais, il y en a. Okay. Et sport-études, pour le coup. Donc ouais, il y en a. Ok. Est-ce que, dernière petite question là-dessus, est-ce qu'il y a eu un effet Amélie Mauresmo Ah ouais. dans le sport, tu vois qu'est-ce que je l'ai trouvé forte, moi, à ce moment-là. Ouais. J'étais encore un gamin, je comprenais pas tout et tout, mais... Quand j'ai vu moi j'étais dans le tennis, tu vois, quand je vois le torrent médiatique que ça a fait, je me dis waouh. Mais c'est vrai que je me dis qu'est-ce qu'elle a montré la voie à ce niveau-là, quoi. Ouais, vraiment. Merci Amélie pour ça, parce que, pour moi aussi c'est la première athlète. En tout cas c'est la première à laquelle je m'associe sur ce sujet-là, c'est pas le terme que je cherche, mais je m'identifie, pardon, voilà, en me disant en fait c'est pas grave, en fait. Elle a morflé parce que c'est la première, donc sans citer les noms de ses concurrentes, mais elle s'en est pris vraiment beaucoup dans la tronche. C'est un monstre, elle ressemble à rien, franchement, elle ressemble à un homme, plein de trucs horribles. Et au bout du compte, moi je lui dis merci parce que je pense que c'est aussi grâce à elle, même si on s'est croisés que quelques fois, tu vois, on n'est pas potes, quoi, je veux dire, mais c'est aussi grâce à elle que je me suis dit, franchement, déjà je sentais que j'avais besoin d'être moi, mais en fait elle me dit que tu peux être toi et réaliser ton truc, quoi, réaliser ton projet. Donc, j'ai aussi morflé, pas autant qu'elle, mais le fait qu'elle, alors c'est un peu dégueulasse ce que je vais dire, mais le fait qu'elle ait morflé avant, ça te donne une idée de ce que toi tu peux vivre, en fait. Et du coup, t'es un peu plus préparé à ce que tu peux entendre. Tu vois, moi, avoir une peau de banane lancée par un Allemand dans un gymnase, entendre des cris de singe, des trucs de ce genre, c'est hyper violent. Après, mon orientation sexuelle, qu'on me dise sale gouine, je trouve ça un peu dommage, tu vois. Je me lève tous les matins, je me douche. Pourquoi sale, tu vois? Pourquoi sale? Non, on s'en fout, en fait. C'est un truc qui me... Je dis pas que ça m'importe peu, hein. Je dis juste que macaque et tout ça, c'est hyper violent. Mais les insultes sur mon orientation sexuelle, elles me touchent beaucoup moins. D'autant plus parce que je me sens totalement à l'aise et que j'ai vu d'autres personnes me montrer la voie, en fait. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Il y a une toute dernière question que je pose. Okay. C'est un passage de micro après les interviews, et c'est de savoir quelle est la prochaine personne que tu me recommandes d'aller interviewer pour raconter un peu sa carrière, parler un peu d'esprit d'équipe, parler de sujets un peu plus sociétaux. Vraiment, le champ est libre. Tu peux me recommander plusieurs personnes. Ça peut être des personnes que tu connais pas. Que tu aimerais bien écouter en podcast, tu vois, justement. Alors, Enzo, tu l'as déjà fait, parce que vraiment, je suis pas genre fan, mais Enzo, c'est un de mes chouchous. Enzo Lefort. J'aimerais bien le refaire, parce qu'on l'a fait à distance pendant le Covid et tout. J'avais pas la notoriété que j'ai maintenant et la confiance sur les questions que j'ai maintenant. On avait passé un très très bon moment à distance, mais on se voyait même pas. J'avais un outil où on n'avait même pas la vidéo. Je comprends. Donc, en plus, c'est un gars qui est aussi très tactile. Moi, Enzo, il a une sensibilité qui est très forte. Je suis assez proche de lui parce qu'il y a ce côté créativité où, pareil, il y a beaucoup de choses on est assez similaires à des années de différence, puisqu'on a quand même 10 ans d'écart. Donc, c'est drôle. Je vois faire des trucs et je dis, ça, j'ai fait ça. Et on est assez proche même dans la créativité de la touche en escrime. Donc, ça, c'est canon. Arnaud Assoumani, j'adore. Bon, Poto aussi, mais j'aime beaucoup. Nantonin Keita, Para.
Ah merde, sa spécialité m'échappe. Et en premier lieu, je dirais Marie Patouillet, que j'ai découvert au dernier JO. Et on s'est croisés quelques fois, notamment à Decathlon et sur certains trucs équipes. On s'est croisés sans trop se parler. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est médecin généraliste en parallèle, qui fait du paracyclisme, qui est hyper forte et qui est très engagée sur pas mal de sujets. Donc je te dirais ces 4-là, si tu veux refaire Enzo, donc je le remets bien dedans. Et je pense que parfois l'inspiration peut aussi venir. Tu vois, je trouve que la génération là, les plus jeunes, dont toi par exemple, vous êtes hyper inspirants parce que on est dans une génération de l'action. Il y a des choses qui nous dérangent. On prend le téléphone, on a des outils de communication aujourd'hui qui sont hyper simples et on prend position, on s'engage, on partage notre voix sur quand on entend quelque chose qui va pas, quand on voit quelque chose qui va pas, on dénonce des choses et puis on met en action, on se met en action pour changer un peu le monde, un peu la société, un peu la France, un peu le regard des gens, d'autres personnes, des gens qui pensent un père qui dit à son fils tu cours comme une gonzesse, l'éduquer par rapport à ses propos, ça bien lui faire comprendre de l'impact de ses mots sur la confiance en soi et l'estime de soi de son enfant plus tard, même quand il sera père, plein de choses de genre. Et je trouve qu'on est vraiment dans une société qui change et cette jeunesse, je trouve qu'elle est très dans l'action et ça, je trouve ça hyper kiffant. Et ces quatre profils que je te partage, c'est des profils qui, en dehors du sport, font des choses assez exceptionnelles et qui, en plus, ont eu un parcours de vie qui en fait, fait aussi que ce sont les profils qui sont aujourd'hui, quoi. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces recos. Ça va être très chouette. Il faut que je les recontacte tous. Ah, il faut. Merci infiniment. J'ai passé un super bon moment. J'espère que toi aussi. Sur les 5-6 jours au Club Med, j'en doute pas. qu'on remercie d'ailleurs pour le studio. On remercie Christopher de Orso Media qui est juste là, qui a fait la régie pour cet épisode. Merci à tous. Et puis, à très vite, Sarah. Merci, Bart, de l'invitation. Merci, Club Med. Orso Media, franchement, je passe un moment hyper kiffant. Et puis, j'espère à bientôt, effectivement. Ciao. Ciao.